Hello et bienvenue dans After School, le podcast qui explore la vie étudiante sous toutes ses facettes. Moi, c'est Rocha et aujourd'hui, on parle de la césure, période riche en expériences, mais aussi en réponses. Alors, on va récapituler un peu ce que c'est que la césure. La césure, c'est une période facultative où on peut suspendre ses études dans un établissement dans le supérieur, donc que ce soit en université, en fac, en école d'ingénieur ou je ne sais quoi d'autre, et essentiellement pour acquérir une expérience personnelle ou professionnelle. Alors, elle peut prendre plusieurs formes, on va le voir juste après. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Hugo, qui va nous partager son vécu et ses expériences durant sa césure. Bonjour Hugo, Bonjour à toutes et à tous. comment ça va? Eh ben, ça va super. Je suis très, très content d'être invité sur ce podcast et j'ai hâte de vous partager, mon expérience sur la césure et d'autres, joyeusetés. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est très sympa. Donc, tu vas un petit peu nous expliquer ton parcours, comment tu en es arrivé là, pourquoi tu as choisi la césure, tes déboires, tes moments heureux, on va dire, tes expériences et tous les petits tracas. Et comme ça, tu pourras donner des conseils à ceux qui nous écoutent, à tous les schoolos qui nous écoutent. Ouais, tout à fait. Et donc, avant de commencer, je te propose qu'on ait un petit peu une vue d'ensemble de ce que c'est que la césure et de voir un petit peu quelques statistiques, quelques chiffres intéressants pour voir l'engouement de la césure auprès des étudiants. Donc on va commencer par les quelques caractéristiques, par présenter ce que c'est que la césure. Donc la césure, je rappelle, donc c'est une expérience scolaire, entre guillemets, facultative où on suspend temporairement ses études et ça peut durer entre 6 mois, donc un semestre et une année complète universitaire. Elle débute obligatoirement, et là c'est vraiment obligatoirement, en même temps qu'un semestre universitaire. Elle ne peut pas débuter au milieu, à la fin ou je ne sais quoi d'autre, mais en gros toujours au début d'un semestre et ça peut prendre plusieurs formes. Donc ça peut être une formation, ça peut être un service civique, ça peut être un stage, ça peut être un emploi en CDD, ça peut être un engagement bénévole ou je ne sais quoi d'autre, mais toujours avec l'accord de l'établissement scolaire. La césure ne peut plus être effectuée après la dernière année, de formation, donc ça, jusque-là, ça reste, logique. Donc il faut que l'établissement scolaire soit d'accord et que vous soyez encore scolarisé à ce moment-là, donc c'est tout l'intérêt. Alors ça, je ne savais pas si tu le savais Hugo, mais la césure, elle est possible une fois par cycle d'études. Une fois en licence, une fois en master, une fois en doctorat. Je ne sais pas si tu savais ça? Bah, non, effectivement, en réfléchissant un peu aux différentes questions, possibles, j'y ai pensé et pour moi, c'était complètement à la discrétion et à la réflexion de l'université ou de la structure, dans laquelle la personne fait ses études et je croyais, par exemple, qu'à Centrale, c'était, 1 an, maximum. Bah, apparemment, puisqu'à Centrale, on valide à la fois, une licence et un master, ben, peut-être qu'on peut faire 2 ans de césure à Centrale et j'étais pas au courant. Peut-être. Concernant la demande, donc il faut faire un dossier, il faut le déposer auprès de l'administration et au minimum, enfin, au plus tard, un mois avant le début du semestre concerné. Donc, venez pas 2 semaines, au service de Scol, toc, 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 je veux partir en césure, ça ne marchera pas. Il faut un minimum de préparation, un minimum de définition du projet pour que ce soit validé, pour que vous construisiez un dossier solide. Concernant le statut, quand vous êtes en césure, donc, il va nous confirmer, Hugo, mais on a toujours le statut d'étudiant, donc il reste inscrit. On reste inscrit dans son établissement scolaire, mais on a juste un statut particulier d'élève, d'étudiant césuré, tu le confirmes? Mmh. Tout à fait. Et alors ça va peut-être plaire, aux gens qui font une césure, mais alors, enfin plaire ou déplaire, ça à voir comme, comment vous le prenez. On doit quand même des droits d'inscription à l'établissement, mais ils sont réduits par rapport aux droits, on va dire classiques, aux droits, de scolarité conventionnelle. Donc c'est un taux réduit par rapport à la contribution de vie étudiante de notre campus qu'on appelle la CVEC. Est-ce que tu confirmes ça, Hugo? Ouais, tout à fait. Alors pour la CVEC, pour moi, j'avais payé l'entièreté, mais ça, c'est à vérifier. En tout cas, l'école, donc en l'occurrence Centrale Lyon pour moi, prévoit des frais de scolarité réduits. Heu, on doit payer environ une trentaine de pourcents des frais de scolarité, quelque chose comme ça, à peu près un tiers des frais de scolarité, habituels, quoi. OK, très bien.
Alors, passons maintenant un peu plus aux caractéristiques qui définissent ce que c'est que la césure et qui nous montrent l'engouement, ou en tout cas peut-être le dégoût des étudiants face à la césure universitaire. Alors, d'après un baromètre Ipsos, donc par rapport à la perception, 73% des étudiants ont un avis positif sur l'année de césure. Toi, Hugo, ton avis sur, on va dire sur la césure, avant que tu la commences, tu avais un avis plutôt positif, négatif? Hem, Moi, j'ai assez vite su que c'était quelque chose que je voulais faire. Du coup, personnellement, j'avais un avis plutôt positif, mais c'est vrai qu'il y a cette perception, je pense on aura l'occasion d'en reparler, à la fois ça permet d'ouvrir des horizons et à la fois il y a cette perception où ça permet, pour le dire clairement, de rien glander pendant 1 an ou 6 mois. Et du coup, il y a un peu l'opposition de ces deux visions-là. Moi, j'avais plutôt surtout la vision que c'était quelque chose que j'avais envie de vivre. J'avais envie d'avoir cette liberté pendant mes années d'études, de pouvoir explorer des choses qui sont pas forcément académiques, sans que ça pénalise, mon début de carrière, on va dire. Donc c'est un peu comme ça que je le voyais. En tout cas, moi, je le voyais ni positivement ni négativement. Je voyais que c'était quelque chose qui m'intéressait à titre personnel et je savais que c'était mal vu par certains, mais que la tendance était plutôt au fait que ça soit de mieux en mieux vu, on va le dire comme ça. OK, très bien. Alors, on a vu tout ce qui est un peu perception, mais concernant l'information, il y a 55% des étudiants, et ça, c'est vraiment choqué comme statistique, 55% des étudiants qui s'estiment ou qui estiment être mal informés sur la procédure de césure parce que c'est un peu opaque, pas assez transparent. T'en penses quoi sur ce chiffre-là? Je pense que c'est très, très variable et dépendant en fonction de l'institution dans laquelle on est scolarisé, dans laquelle on est étudiant. Dans notre cas, puisqu'on a fait la même école, à Centrale Lyon, c'était quand même plutôt quelque chose de bien expliqué, même si j'ai trouvé qu'il y avait des zones d'ombre et qu'il fallait quand même faire un peu chercher par soi-même. On recevait des mails pour nous dire, «Ah, à tel moment, ça sera la deadline pour déposer les dossiers de césure», donc on avait conscience de l'existence de ça. Je pense que typiquement à la fac, peut-être que c'est un cliché ou un préjugé, mais à la fac où on est souvent moins guidé, je sais ça d'amis à moi qui ont fait la fac, je pense que c'est moins quelque chose qui est rentré dans les mœurs et du coup, ça demande plus d'autonomie quand on désire faire une césure. Donc voilà, je dirais que ça dépend carrément de dans quelle école on est. Je pense que quand on est dans une école de commerce ou une école d'ingénieur, c'est plus classique et on est un petit peu mieux pris en main. C'est peut-être moins le cas dans d'autres, cadres d'études. OK. Et il y a le Figaro étudiant qui a révélé une sorte de balance qui est très étrange parce que d'un côté, on a 49% des jeunes de 18 à 24 ans qui aimeraient prendre une année de césure. Donc vraiment, ils ont vraiment un intérêt. Il y a 49% qui éprouvent un intérêt réel pour la césure et de l'autre côté, on a 15% qui sautent le pas des jeunes, 18 à 24 ans qui passent effectivement à l'acte. Donc selon toi, comment tu pourrais expliquer ça? Alors, Le Figaro l'explique, avec 2 raisons principales. La première, c'est le manque de financement, enfin, en tout cas, la peur du manque de financement. Parce que voilà, on ne sait pas comment on va financer son projet, si ça va être périn, comment trouver les sources de revenus. Déjà que quand on étudie, avoir des sources de revenus, c'est un petit peu compliqué. Alors, quand on part en césure vers l'inconnu, c'est pas tout à fait, comment dire? Pas tout à fait périn, pas tout à fait serein comme état d'esprit. Et 2e raison qu'il donne, c'est la peur du manque de reconnaissance du parcours. Donc, c'est pour ça, une des raisons pour lesquelles les jeunes ne sautent pas le pas, c'est cette peur, cette appréhension que lorsqu'ils arrivent à un entretien d'embauche ou dans le marché du travail, sur le marché du travail devant des employeurs, des RH, que cette expérience personnelle, professionnelle ne soit pas totalement reconnue à sa juste valeur. Mmh. Je pense que c'est 2 raisons qui sont assez justes. Je pense qu'il y en a une troisième qu'on peut faire, enfin qu'on pourrait émettre comme possibilité, c'est que quand on demande à des étudiants s'ils envisagent la césure, si ça les intéresse, potentiellement leur première réponse, ça serait «oui», en se disant ben, que c'est un peu une réponse de «pourquoi pas», un «pourquoi pas plus plus», on va dire. Mmh. Et en fait, quand on se pose vraiment la question, il faut pour que ça soit intéressant, intelligent, il faut un vrai projet, enfin un vrai projet. Il faut avoir vraiment envie de le faire et il faut du coup avoir des idées de comment on va remplir 6 mois ou 1 an.
et potentiellement, il y a des gens, qui sont déjà dans des études qui sont, spécialisées, qui savent déjà ce qu'ils veulent faire, qui ont déjà une vision de leur entrée sur le marché du travail et dans ce cas-là, il y a plein de cas où, ils se disaient: «Pourquoi pas?» et en fait, ils se rendent compte que c'est pas pour eux. Donc je pense que ça, c'est une troisième raison, mais les 2 premières raisons, à mon avis, apportent plus de facteurs explicatifs que ma troisième raison là, qui est complètement, enfin, c'est moi qui dis ça, hein, mais j'ai aucune statistique pour le prouver, c'est une idée comme ça. Les 2 premières raisons, je pense qu'on y reviendra, mais la question du budget, pour moi, la césure, c'est quand même un marqueur social important. Je pense que c'est quand même plutôt les étudiants qui proviennent de classes aisées qui font des césures en proportion. Peut-être qu'on en reparlera plus en détail sur la question du financement et de l'argent pendant la césure. Et puis, la deuxième explication, ouais, je pense qu'elle est un petit peu moindre, c'est, est-ce que ça sera bien reconnu? Ou en d'autres termes, à quoi ça sert? Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui réfléchissent à leurs études, pas forcément d'un point de vue personnel et enrichissement personnel, mais plus d'un point de vue comment on va se vendre sur le monde du travail. Et de ce point de vue-là, la césure, c'est ambivalent, ça dépend de sur quel RH on va tomber. Et donc je pense que c'est une inquiétude qui se justifie, enfin qui a du sens. Mais idem, on pourra en reparler. Très bien. Alors, ça, c'était tout pour la partie chiffres. On va passer à l'interview. Première question, donc on va un petit peu revenir sur ton parcours et un petit peu tu vas te présenter. Donc est-ce que tu pourrais déjà, voilà, nous détailler ton parcours, te présenter en quelques mots auprès des auditeurs de vous qui nous écoutez? Ouais, bien sûr. Du coup, bon, comme vous le savez déjà, je m'appelle Hugo Schmitt. Je suis diplômé, de l'École centrale de Lyon depuis très peu de temps, et actuellement je travaille, je suis en CDI en tant qu'ingénieur, je fais de la maîtrise d'œuvre pour les raccordements au réseau de chaleur urbain. Mon parcours, j'ai fait mon lycée à Lyon. J'étais en série S, SVT. J'ai eu mon bac mention très bien avec, une classe euro, anglais. Ensuite, je suis parti en prépa à Grenoble, dans une prépa PTSI, parce que je souhaitais, aller le plus possible vers, du concret, tout en gardant on va dire, cette formation assez élitiste, qu'est la prépa et qui est une grosse chance en France, même si elle donne lieu à des inégalités aussi. Et à l'issue de mes 2 ans de prépa, donc PTSI et PT Étoile, au lycée Vaucanson, j'étais admis à l'École centrale de Lyon, heu et j'ai fait l'École centrale de Lyon, le cursus ingénieur généraliste classique. À l'issue de ma deuxième année, j'ai pris une année de césure, l'objet de cette interview et puis en dernière année, j'ai fait, une troisième année, Erasmus à l'étranger. Donc j'ai passé un an à l'école polytechnique de Turin, où j'ai pu un peu plus, me spécialiser, faire des choix, sur mes cours. Donc en l'occurrence, c'était changement climatique, environnement, climat, hydrologie appliquée, voilà, ça restait quand même très large, beaucoup de technologies des énergies renouvelables et cetera. Et puis j'ai fait mon stage de fin d'études chez Suez Consulting à Lyon, heu dans des questions de transition de mobilité, donc du conseil en transition de mobilité tout type, des études de pôles, d'échanges multimodaux, des études bus, des études de Carrefour Vélo. Voilà, pour lesquelles, j'avais surtout, un apport, études de données, donc données GSM, données GPS. C'est là-dessus que j'ai fait mon mémoire de fin d'études. Et puis, ensuite, j'ai signé dans une boîte de presta, donc de conseiller en ingénierie et j'ai d'abord fait 6 mois du photovoltaïque sur toiture agricole, plutôt dans un bureau urbain et puis ensuite, je suis passé à de la maîtrise d'œuvre, pour les réseaux de chaleur urbains et donc plus précisément sur la césure que j'ai prise, entre ma deuxième et troisième année d'école, donc entre mon master 1 et mon master 2. J'ai fait 2 stages et 2 stages ingénieurs et un voyage, sur lesquels on aura l'occasion de revenir. Voilà. Très bien, très bien.
OK, très bien, bah, on va un petit peu plus donc parler de ta césure. Donc à quel moment précis, donc tu nous as dit que c'était, entre ta deuxième et troisième année, heu, à quel moment, explicitement, à quel semestre, tu as effectué ta césure? Alors, donc pour préciser, quand on parle de entre la deuxième et la troisième année, nous, on est dans des cycles ingénieurs. Donc, comme je l'ai précisé, c'est entre mon master 1 et mon master 2 puisque l'école d'ingénieur, on la rejoint à l'issue de 2 années de prépa, ou 3 si on cumule. Du coup, mais donc ça a été pour 2 semestres, que j'ai fait ma césure pour une année universitaire complète, après la fin de mon M1 ou de ma deuxième année d'école d'ingénieur. Donc, je dois faire les calculs en fonction, de quel semestre ça correspond, mais voilà, après il me restait une seule année, pour, valider mon master. OK, très bien. Hem, Par rapport, on va dire, aux origines ou comment tu as connu la césure, dans quel contexte est-ce que tu as entendu parler de ce que c'était que la césure, de ce processus-là, de cette expérience-là et de la possibilité de cette opportunité que t'offrait la césure? Je pense que la première fois que j'ai entendu parler de ce concept, en fait, c'était à la fin du lycée, mais c'était pas du tout quelque chose que je croyais existant en France. C'était en cours d'euro-anglais, on avait parlé d'un truc qu'ils appellent le gap year en Angleterre et là, c'était plutôt, en fait, pour, un peu en apprendre plus sur soi-même et savoir ce qu'on voulait faire plus tard. Après le bac directement, faire une année, de développement personnel, on peut dire, pour décider de quelles études on voulait faire. Donc je pense que la césure au sens large, c'est comme ça que j'ai appris son existence. Ensuite, à mon avis, c'est pendant la prépa, en me renseignant sur les écoles, que j'ai pu, du coup, me renseigner sur des parcours de gens qui ont fait les écoles et du coup, de l'existence de ce truc de la césure. Assez vite, ça s'est un peu imposé comme quelque chose que je voulais faire pour des raisons plus personnelles qu'autre chose. Je peux dire que j'ai jamais été vraiment le type, on va dire full carriériste, qui fait tous ses choix parce que il a un plan de carrière, parce qu'il ses études sont une manière d'atteindre des objectifs de carrière, et de métier et cetera. Moi, en l'occurrence, ça s'est imposé comme quelque chose que je voulais faire, plus à titre personnel, en me disant: «En grandissant personnellement, je vais mieux savoir ce que je veux faire», puisque j'ai toujours un peu eu du mal à savoir où je voulais m'orienter et ça va m'enrichir, je vais pouvoir, faire un voyage et ça, à titre personnel, ça m'intéresse. Je vais pouvoir faire des stages, un stage à minima et du coup, je vais pouvoir tester des choses, sur, à quoi ressemble le boulot réellement et pas juste, des cours qui sont nécessaires par ailleurs, mais voilà. Donc voilà, c'est tous ces aspects-là qui ont fait que je me suis décidé et donc je pense que quand je suis rentré à Centrale, je savais déjà que si l'opportunité se présentait, je partirais en césure pour sûr. Voilà. Donc en gros, il y a pas eu de moment clivant central, mais ça s'est déclenché avant? Ouais, je pense après, ça s'est déclenché avant, c'est clair. Après le moment où ça prend forme réelle, pour moi avant c'était: «Ah la césure existe, je crois que ça existe à Centrale, mais je sais pas réellement si c'est très compliqué à mettre en place ou si c'est simple et que ça coule un peu de source». Et du coup, j'étais pas sûr que ça se ferait et une fois que je me suis rendu compte que quand même pas mal de gens le font et que, j'ai reçu, les mails d'information et cetera, je me suis dit: «OK, je vais sauter sur l'occasion, c'est maintenant, tous les élèves la font entre la deuxième et troisième année, donc moi aussi je ferai ça» et voilà. Donc ça s'est concrétisé à Centrale, mais oui, c'est quand même quelque chose que j'avais réfléchi, en amont, ouais. C'est bien. Je rappelle pour, vous qui nous écoutez que voilà, la césure, on ne peut pas la faire après la dernière année de formation. En quatrième année, c'est impossible de faire une césure parce que quatrième, cinquième, du coup, on aurait une césure, après le diplôme, c'est impossible à faire. Donc, essentiellement, on l'a fait entre la deuxième et la troisième, c'est ce que font une majorité d'écoles parce que, bah, les troncs communs durent entre un an et demi, plus les stages. La dernière année est essentiellement réservée aux stages de fin d'études, au plan de fin d'études, vous l'appelez comme vous voulez, mais voilà, on va dire qu'en grande majorité, ça se fait entre la deuxième ou la troisième. Des fois, c'est entre les 2, des fois, c'est toute une année, des fois, c'est toute la troisième année. Ça dépend si vous faites un semestre, ou un an. C'est entre
entre ces durées-là, minimum et maximum. Mais voilà par rapport au timing. On va passer à la deuxième partie, donc sur ta décision finale, donc de faire une césure et les motivations qui t'ont, comment dire? Animé pour faire cette césure. Ah donc, quelles sont les raisons qui t'ont poussé à faire une césure, directement? Est-ce qu'il y a des raisons particulières, personnelles, professionnelles? Alors tu nous as dit que tu étais pas carriériste, donc est-ce que tu t'es plus laissé guider par le vent ou peut-être par des domaines? Ou bien est-ce que c'est des gens qui t'ont un peu, influencé, d'une certaine manière? Oui, alors, bon, j'ai déjà pu, l'évoquer un petit peu auparavant là. Je dirais que je dirais que avant tout, j'avais besoin de faire un peu le point. En fait, j'avais besoin de ralentir. Le truc, c'est que quand on sort, en sortant du lycée, je suis allé vers la prépa, puis une école d'ingé. Moi, je me sentais vraiment sur des rails et pourtant, j'avais un peu l'impression d'avoir fait des choix par défaut. C'est-à-dire, en fonction de là où j'étais bon ou pas bon, j'étais allé vers, ce qui se faisait de «mieux» entre guillemets et donc j'avais pas vraiment fait de choix. J'étais un peu dans ces rails-là classiques et j'avais l'impression que ça allait très vite et que j'allais très vite me retrouver avec un diplôme et un peu, dans le vide, dans le vague. Donc c'était aussi, une manière pour moi et je crois que c'est le cas de pas mal de gens et c'est pas grave de le voir comme ça, c'est aussi une manière de gagner du temps. Une césure, c'est une manière de prendre le temps ou de ralentir le temps, c'est-à-dire de se donner un an de plus où on n'aura pas forcément la tête dans la vie étudiante, c'est-à-dire les cours, les partiels, les associations, les soirées, les rencontres et cetera et on va pouvoir prendre, pleinement, 1 an pour soi en tant qu'adulte, où on fait des choix et où on a le droit de se tromper et moi, je trouvais ça précieux pour mieux savoir vers où je voulais me diriger d'un point de vue études et métier et aussi pour en apprendre plus sur moi et pour grandir en tant que personne et c'est pour ça que cet équilibre entre des stages, du boulot et puis un voyage, ce qui est très classique, hein. Je pense que la majorité des césures se présentent comme ça, en tout cas en école d'ingé et bah, moi, ça me parlait carrément. Donc voilà, un peu ralentir, prendre le temps de réfléchir, grandir et pouvoir faire des choix plus facilement. Donc ouais, un petit peu une ambivalence entre prise de recul et on va dire, sortie de la zone de confort. Mmh, tout à fait, exactement et sortir des rails un peu aussi. Mmh. Se singulariser d'une certaine manière. Parce que même si tout le monde est différent, on se ressemble un peu en école d'ingénieur et parfois c'est important de savoir un peu mieux qui on est et qui on veut être et Oui, oui, et très clairement, quand on arrive, à la diplomation, bon, les 3/4 ont fait centrale en 4 ans. On fait une école d'ingé en 4 ans. Les 3/4 ont fait, un stage de fin d'études dans une entreprise, dans une industrie ou je ne sais quoi, mais très peu dans un labo. Les 3/4, enfin, je dis les 3/4, mais c'est pas forcément des statistiques précises, mais les 3/4 ont fait, soit un double diplôme avec, l'université de Lyon, soit avec, une université ailleurs. En fait, il y a beaucoup de similitudes, surtout qu'on a tous le même trou commun. On se spécialise qu'en 3e année. Alors ça dépend si on fait une césure, un double diplôme ou autre chose. Mais c'est vrai qu'on a des parcours assez similaires et c'est vrai que la césure, c'est une sorte de singularité qui vient, marquer ton parcours mmh, universitaire. ça permet à la fois de marquer une singularité et aussi de trouver sa propre singularité. Voilà, tout simplement. Mmh. Mais c'est vrai que oui, on le, dit pas assez, mais, pour vous qui nous écoutez, la césure, c'est aussi un outil qui permet d'avoir le droit à l'erreur. Donc si vous hésitez entre plusieurs projets de vie, donc que ce soit de l'engagement bénévole, que ce soit entre 2 domaines d'ingénierie ou un domaine d'ingénierie et complètement autre chose, en fait, ça vous permet d'avoir un petit peu des outils, des informations, des éléments sur, on va dire, votre zone de génie, vos compétences, sur ce que vous aimez faire ou justement le contraire, ce que vous aimez, vraiment pas faire et faut vraiment en profiter de cet outil parce que c'est assez rare de pouvoir tester quelque chose aussi près de la diplomation. Parce qu'avant, on va dire en licence, c'est encore un peu loin si on fait un master ou un doctorat. Mais c'est vrai que quand on arrive, 1 an avant le master, avant la diplomation,
ça peut être vachement enrichissant de savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas et de se remettre en question. Ouais, tout à fait. Si on met de côté la question financière, pour moi, c'est vraiment un joker et une chance, incroyable. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit faire une césure. Il y a des gens qui sont persuadés de où ils veulent aller et enfin, il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles la césure est pas forcément pertinente. C'est pas quelque chose que tout le monde doit faire. Mais dans beaucoup de cas, c'est un joker, formidable parce que c'est vraiment à géométrie variable et c'est à vous de voir comment vous voulez, utiliser au mieux ces 1 an, qui sont hyper précieux, en fait, à bien des égards. En tout cas, moi, je le perçois comme ça. Et donc là, on arrive au moment où tu es en train de préparer ton dossier de césure. Est-ce que tu as eu des appréhensions? Alors, peut-être au moment de le rendre, parce qu'on se dit toujours, voilà, quand quelque chose est acté, je dis n'importe quoi, mais imagine, on décroche le stage de nos rêves dans un autre pays, on est content sur le moment, mais 2 semaines avant, on se dit: «Bah, je vais quitter, je m'en vais» et on commence à avoir de l'appréhension. Mais est-ce que tu as eu des appréhensions un petit peu avant de te lancer? Donc que ce soit, comme on a vu auparavant, la peur du financement ou bien, la peur que ton parcours ne soit pas assez valorisé ou peut-être d'autres inquiétudes? Est-ce que tu as eu, on va dire ces points de tension, ces points de doute, d'inquiétude? Ouais, ouais, bah, alors déjà, il y a la question du dossier, donc petit doute sur la difficulté d'avoir un dossier de césure qui est accepté. Dans notre cas, il suffisait d'avoir, un projet un peu mûri, qu'on pouvait défendre, mais ça m'a pas demandé, énormément de travail. En fait, du moment qu'on a vraiment envie de le faire, on y réfléchit souvent et donc le jour où il faut coucher ça sur papier, c'est pas très compliqué. Donc moi, j'avais une petite appréhension qu'on me dise, «Bah non, ta césure, en gros, ta césure, elle est un peu nulle, tu as pas un vrai projet», donc non, pas du tout, je connais personne qui a eu une césure refusée. Ensuite, la question financière, moi, elle se posait pas parce que j'ai fait un gros prêt étudiant au moment de rentrer à Centrale. J'ai fait ce choix-là pour ne pas avoir à travailler pendant mes études, avoir un confort, plus important financier et en sachant que, normalement, si tout se passait bien, en fait, je déportais le risque sur plus tard, c'est-à-dire maintenant, là. Ah, heu, vraiment, ça fait, quelques mois, ça fait 3 ou 4 mois que je recommence à rembourser mon prêt. Donc je me suis dit: «Bon, j'ai intégré une bonne école d'ingénieur. Normalement, si tout se passe bien, je vais avoir un salaire à l'issue de cette école qui me permettra de rembourser un prêt étudiant». Alors que maintenant que je suis étudiant, que j'ai plein de projets, que, le temps m'est un peu compté, que j'ai envie de faire plein de choses, ça serait dommage et malheureusement tout le monde n'a pas ce luxe, c'est important de le rappeler, mais ça serait dommage de devoir aller bosser chez McDo ou être serveur ou donner des cours, c'est quelque chose que j'ai fait parce que je trouve ça un petit peu enrichissant. Mais voilà, ça serait dommage de devoir utiliser du temps pour me dégager un revenu, là où quelques années plus tard, j'aurais un revenu, assez confortable, normalement si tout se passe bien et où donc je pourrais, rembourser à ce moment-là. Donc j'avais pas ce souci-là. Ensuite, moi, les craintes que j'ai eues, ça a pu être, de pas forcément trouver un stage, puisque au moment où ma césure a été acceptée, bah, j'avais toujours pas de stage et puis de trouver le temps long, que peut-être, que les choses ne se passent pas comme prévu et c'est un luxe et à la fois c'est dangereux parce que quand on a été dans des études comme ça, depuis le lycée, il y a peu de choses qui sont laissées au hasard. On a peu de choix à faire, où les choix, ils sont pas mal à la marge. Ce qui fait qu'on a toujours ce filet de sécurité où, en fait, il suffit, d'aller en amphi, de faire ce qu'on te demande de faire, en fait, d'étudier, d'aller au partiel, et puis de s'amuser quand on a le temps. Là, on a tout le temps entre nos mains et si on trouve pas de stage et si le voyage qu'on avait prévu se passe pas comme prévu et s'il y a une frontière qui est finalement fermée et ben, il va falloir qu'on rebondisse et qu'on trouve, quelque chose à faire de son temps parce que sinon, ça va vraiment être pour le coup du temps perdu. Donc c'était plutôt ça, l'appréhension qu'il pouvait y avoir. Mais au final, ça s'est plutôt bien passé. Ouais, voilà. En fait, on est vraiment confronté à une sorte de challenge personnel où on se dit, alors, entre guillemets, on est seul dans la barque. Alors, je mets des guillemets parce que voilà, il y a l'administration, il y a tout ça, mais on va dire, ils sont un peu plus déportés sur le côté. Mais c'est vrai que voilà, on est seul dans la barque et c'est à nous de la diriger et on se dit, s'il y a des vagues trop fortes, bah, c'est quand même à nous
de tenir la barre. Tout à fait et moi personnellement l'administration, j'ai eu l'impression que elle servait juste à mettre le tampon. C'est-à-dire, de dire oui ou non tu pars. Enfin oui ou non tu prends ta césure. Parce qu'on peut faire une césure associative et rester en France ou, heu, ou rester à l'école. Peut-être que c'est possible de demander de l'aide à l'administration de l'école dans laquelle vous êtes, mais moi la sensation que j'ai eue globalement, c'est quand même, une fois qu'on en gros, bon, il faut se tenir à ce qu'on a marqué dans notre projet de césure. Mais en gros, une fois qu'on t'a dit «oui», c'est open bar. C'est open bar dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, c'est toi qui tiens la barque. Donc ça peut bien se passer comme, ça peut ne pas se passer comme prévu et là, il faudra, assumer. Donc c'est ça qui peut être un peu stressant quand on a eu l'habitude de faire ce qu'on nous demande. C'est que chaque jour est un choix, et il faut rebondir, on est seul maître à bord. C'était une bonne métaphore. Mais j'ai envie de dire, ouais, que c'est, on va dire, après la prépa, j'ai envie de dire, c'est un des deuxièmes choix. Moi, je pense que même le deuxième choix, où on s'affirme vraiment. J'ai envie de dire, le premier, ce serait l'école qu'on choisit après la prépa Mmh, et le deuxième, c'est si, qu'est-ce qu'on fait en troisième année? Un double diplôme, une césure, autre chose? mmh. C'est vraiment des choix où on s'affirme, on affirme clairement ce qu'on veut faire, ce qu'on veut devenir ou ce qu'on veut, à quoi on aspire. C'est vraiment ça et se dire que, voilà, on est aux alentours de 22 ans. Déjà, quand on avait 18 ans, on se dit faire prépa et faire une école d'ingé à 18 ans, c'est, on n'arrive pas à le concevoir. Alors à 21, 22 ans, se dire: «OK, j'ai 6 mois, 1 an à planifier pour mon projet professionnel et il faut que ce soit f faisable, viable pour l'administration et aussi enrichissant pour moi». Ouais, tout à fait. J'ai 2 choses, pour rebondir là-dessus. La première chose, c'est que ça ces études-là, ça dépend enfin, tout le monde les vit différemment, mais moi, j'ai l'impression que je représente un des archétypes, possibles. C'est-à-dire que toi, tu parles du choix de faire prépa et école d'ingé et moi, avec du recul, je suis pas sûr d'avoir vraiment fait ce choix. Enfin, je l'ai fait, c'est moi qui sur APB, maintenant ça a changé, mais c'est moi sur APB qui a fait ce choix-là, mais c'était assez évident que, en gros, quand à l'époque, quand tu étais bon en S et que tu aimais bien la physique et que les langues, c'était moins ton truc ou l'histoire géo, bon, en tout cas, quand tu étais bon en S, tu pouvais, faire, prépa ingé ou tu pouvais faire une prépa commerce, potentiellement, une prépa ECS ou tu pouvais faire médecine. Mais en gros, moi, ce que j'aimais bien, c'était surtout la physique et aussi les maths. Enfin, c'était assez évident que ce qu'il fallait faire, le choix intelligent, c'était d'aller en prépa pour faire une école d'ingé. Et puis j'ai pas remis en question ce choix-là puisque il y avait rien qui m'animait par ailleurs. J'avais pas un projet de dire: «Je veux absolument, être soudeur ou être réparateur de vélo ou être, infirmier». J'avais pas un projet fort et donc j'ai fait ce que tout le monde me disait de faire, c'est-à-dire, bah, tu as des bonnes notes en physique et en maths, fais une prépa. Donc j'ai fait une prépa et ensuite le choix de l'école, bah, c'est pareil. En réalité, la majorité du temps, on regarde le classement de l'étudiant et en fait, on classe les écoles dans le même ordre que le classement de l'étudiant. C'est ce qui arrive souvent. En tout cas, quand on peut, prétendre, aux écoles les mieux classées et ce qui fait qu'en fait, on se retrouve en école et moi, pour mon personnel, j'ai pas vraiment l'impression d'avoir fait des choix jusque-là et donc en fait, c'est presque le premier choix dans mon cas, la césure. OK. On va passer à la troisième partie sur, tes expériences et ben, ce que tu as pu tirer comme leçon, comme apprentissage des expériences. Est-ce que tu peux nous raconter les activités que tu as pu faire durant ta césure? Donc nous la détailler, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as fait 2 fois 6 mois? Est-ce que tu as fait une fois 1 an? Est-ce que tu as fait des stages? Est-ce que tu as fait un voyage? Qu'est-ce que tu as fait exactement? OK, du coup, pour répondre à ta question, le plus structuré possible, je vais commencer par, dire exactement ce que j'ai fait pendant ma césure et puis ensuite, je pourrais revenir sur ce que ça m'a apporté. D'abord un disclaimer important, c'est que, c'était pas prévu, d'avance, mais, il y a eu des gros soucis, dans ma famille, juste avant le début de ma césure, en fait. Donc ma césure était déjà actée et acceptée, heu et il y a eu des un peu des drames, à vivre, qui ont été compliqués à traverser, plusieurs et
Et en fait, du coup, la césure, elle a été à la fois super positive et super négative. Super positive parce que, dans ce moment-là qui était très, très dur à traverser d'un point de vue personnel, ça a été un gros luxe que d'avoir, somme toute, le temps qu'offre la césure. Parce que c'est possible aussi, et c'est pas grave, de l'utiliser comme du temps pour, se reconstruire, par exemple. Et donc ça a été très positif. Ce qui est moins positif, c'est que, eh ben, j'espérais faire beaucoup de choses avec la césure et peut-être que à cause de ces choses-là qui se sont passées, mais ça s'appelle la vie, j'ai fait moins de choses avec, ce temps qui m'était offert que ce que j'aurais pu, dans d'autres circonstances. Mais ça, c'est comme ça. Du coup, sur la question de ce que j'ai fait, avec, ce qui s'est passé, ça a reculé mon premier stage d'ingénieur qui intervient en fin de deuxième année d'habitude. Donc, l généralement, les gens commencent ce stage-là, arrête-moi si je me trompe, mais au plus tôt en avril ou en mai, je dirais en mai. Ouais, c'est ça, en mai. En mai, et la majorité des gens le commencent en juin ou en juillet, je dirais ça. Ouais, il y en a beaucoup qui commencent, juin, vers juin. Ouais, c'est ça. Et donc j'ai eu besoin de temps, moi personnellement, que j'aurais pas pu prendre sans la césure. Donc c'est pour ça que c'est bien tombé. C'était un peu, une aubaine dans mon malheur. Et donc moi, j'ai commencé ce stage-là déjà en septembre, et c'était un stage de 5 mois minimum, donc ça m'a amené, à fin janvier. Donc ce stage-là, c'était le stage, ingénieur, le premier stage ingénieur qu'on fait dans le cadre de Centrale. Moi, j'ai fait un stage, en thermique du bâtiment, donc c'était de l'audit thermique en Suisse, à Lausanne. C'était très, très intéressant, j'ai beaucoup apprécié, et d'ailleurs, c'est possible que je retravaille pour eux dans les 6 mois qui viennent. Donc, voilà, on a gardé de très, très bons contacts. J'ai bien apprécié ce que j'y ai fait, et ça m'a permis aussi de remettre le pied à l'étrier après ce qui s'était passé, et voilà, de me changer les idées et de me revaloriser. Après ça, ce qu'on avait prévu, donc le voyage que j'avais prévu avec un ami de Centrale, c'était de faire un voyage, dans les Andes en vélo, et vous allez commencer à comprendre le thème, sur ma césure qui s'est globalement pas du tout passé comme prévu. C'est ça aussi la césure. Alors je pense que pour beaucoup de gens, ça se passe plus comme prévu que moi. Mais ça permet aussi d'apprendre à rebondir et à trouver des ressources, et c'est important de aussi le voir comme ça. Donc il y avait ce voyage de prévu, et on est parti dans cette expédition à vélo, en partant d'Ushuaïa, à un moment où le covid était encore un gros souci, en Amérique du Sud. Hem Et en fait, moi personnellement, c'était un projet qui me tenait à cœur, mais j'étais encore trop fragile, mentalement. Et c'était un projet qui était quand même très ambitieux. C'était du vélo, sur des pistes, dans des endroits très reculés, avec des conditions qui étaient très difficiles, beaucoup de vent, de la difficulté à trouver de l'eau, à s'alimenter. Voilà, une vraie aventure, stressante et sérieuse. Pourquoi tu fais pas koh Fais quoi? J'ai pas envie d'être filmé et d'être Koh c'est pas trop mon truc. Moi, je vis là pour les cams. Ouais, je vis pas pour les cams, exactement. Et sinon, on fait des bêtises quand on vit pour les cams. Et du coup, en fait, ça s'est pas très bien passé dès le début. En fait, j'étais pas prêt, mentalement, j'étais pas remis, j'étais pas suffisamment solide, et donc j'ai dû être rapatrié en France après, après quelques semaines, alors qu'on était parti pour 4 ou 5 mois. Et donc bah, le retour, a été difficile, c'était la douche froide. Je pense que c'est encore aujourd'hui, même si je le vis moins comme ça, un des plus grands, voire le plus grand échec de ma vie. Alors je le vis plus comme un échec, mais en tout cas, la chose la plus dure à vivre entre le projet et le fait que ça s'est pas fait ou pas passé comme prévu. Et du coup, quand je suis rentré, bah, il a fallu rebondir parce que normalement, je devais rentrer à peu près, pour le début de l'année universitaire, suivante, et là, bah, j'avais plein de temps, et du coup, j'ai cherché à reprendre un stage, et la branche française, de la boîte pour laquelle je travaillais en Suisse, Eneos, a bien voulu créer un stage à 60. Donc ça, c'est quelque chose que je leur ai demandé. Donc bon, vous imaginez bien que j'étais très, très peu payé. Mais du coup, ça m'a permis de monter en compétences, de m'occuper,
et de quand même conserver du temps pour moi, pour, mettre à bien des projets, que je voulais faire. C'est-à-dire, dans un premier temps, essayer d'aller mieux, parce qu'il s'agissait de ça. Et dans un deuxième temps, faire des choses, qui me parlaient à titre personnel, des projets en montagne, donner plus de cours parce que à ce moment-là, je donnais des cours dans un centre social et ça me plaisait beaucoup, donc bénévolement. Voilà. Et du coup, généralement, je travaillais le lundi, le mardi et le mercredi et certains jeudis. Et puis, du coup, j'avais des week-ends de 3 ou 4 jours, donc c'était vraiment, c'était pile du moitié-moitié. J'étais, la moitié du temps, je travaillais et la moitié du temps, je faisais d'autres choses. Et ça m'a permis de cultiver un truc qu'on a rarement aujourd'hui dans la vie, c'est du vide aussi. C'est d'avoir le temps de réfléchir, les choses se il y a pas besoin de prendre 10 000, décisions à la seconde. On n'est pas toujours happé par un truc à faire, machin. On a le temps et parfois c'est un peu vertigineux de penser, de réfléchir à où on va, de s'ennuyer, de se poser les bonnes questions, de ruminer un peu aussi et je crois que ça, c'est une des choses qui m'a beaucoup servi au final pendant la césure. C'est pour ça que quand je disais, c'est pas grave de voir la césure comme un moyen de gagner du temps, je le pense vraiment. En fait, il y a des gens qui pourront vous dire, «Ah, c'est une manière de glander». Mais en fait, des fois, prendre le temps, c'est aussi, une manière de grandir et d'en apprendre sur soi et donc je crois qu'il faut pas sous-estimer cet aspect-là, à un moment où tout va trop vite, je crois. C'est ce qu'on appelle le FOMO, c'est le fear of missing out. C'est en gros, la peur de rater quelque chose, donc une info importante, une trend ou quoi que ce soit d'autre. En fait, on a toujours cette peur de pas rester à la page, de pas rester, on va dire, au courant de tout ce qui se passe dans le monde et c'est vrai que ce besoin de se déconnecter et un petit peu de prendre du recul, il se fait de plus en plus ressentir par les gens qui sont un peu submergés, envahis de toutes parts, parce qu'ils arrivent jamais à prendre de recul, je sais pas si, ça s'est, surtout manifesté pendant le covid où les gens, voilà, coupaient, essayaient de couper les réseaux sociaux, même sortaient des villes tous les week-ends, pour se mettre en campagne et tout couper. Il y a même en plus de plus en plus cette cure de je coupe, mon téléphone, pendant X temps, je fais une petite cure, histoire de me on va dire me purger. Mais, oui, c'est vrai que le fait de s'ennuyer, enfin, la productivité, elle est rien sans l'ennui. En fait, s'il y a productivité, c'est-à-dire qu'il y a ennui à côté. Il peut pas y avoir, l'un sans l'autre. Ouais, ouais, c'est très juste, c'est un bon parallèle. Ouais, moi, j'ai eu cette sensation que j'ai même cette sensation parfois aujourd'hui, c'est que quand on a une vie, on va dire, de jeune actif pour le dire, clairement, bon, bah, on fait peut-être à peu près, une quarantaine d'heures par semaine, un peu moins, un peu plus. On veut faire du sport, on a des amis avec qui, on veut aller boire un verre, on veut aller au ciné. Les réseaux sociaux ou, les informations qu'on a à droite et à gauche, elles nous offrent pléthore de possibilités, où on est obligé tout le temps, constamment de faire des choix. Hem, on passe aussi beaucoup de temps sur les téléphones, donc on dort pas suffisamment. Le week-end, on veut encore faire des trucs et donc en fait, on passe son temps à s'organiser, à faire rentrer des carrés dans des ronds, à remplir des agendas qui sont déjà pleins et parfois avoir ce luxe, d'avoir du temps devant soi, ça peut même être un peu vertigineux et faire peur et ben, parfois ça permet, un gros rangement en profondeur de son cerveau et ça fait du bien. Donc voilà, je dirais que c'est un des enseignements de la césure. Du coup, je peux passer, excellente transition, sur les enseignements, les différents enseignements. Là, clairement, c'est un truc très, très personnel parce que ma césure, elle est très spéciale de par ce que j'ai traversé et du coup, la perte d'un proche, en l'occurrence, entre autres et du coup, ça va être quelque chose de très différent par rapport à la césure classique des gens parce que moi, cette césure, elle m'a donné le temps de me reconstruire et de rebattre les cartes et de mettre beaucoup de choses à plat. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on va retrouver dans une césure classique. En revanche, bon voilà, le temps que ça offre, ça permet ça et je pense que ça se retrouve pas forcément en ayant vécu un drame. Il y a plein d'autres choses, il y a plein d'autres moments où on a besoin, par exemple, si on a l'impression de pas forcément avoir choisi les études qu'on a fait, si on sent qu'on a besoin de prendre du recul, ce temps offert par la césure, il permet ça. Ensuite, pour moi, les expériences professionnelles, c'est hyper important. J'ai eu ces 2 expériences-là qui m'ont beaucoup appris sur ce que j'aime faire et ce que j'aime pas faire. C'était quelque chose que j'arrivais pas du tout à me représenter en école. D'autant plus, c'était ça ce dont je voulais parler tout à l'heure, donc je suis content, je l'ai retrouvé. Quand on fait une école d'ingénieur généraliste, les cours, ils ont absolument rien à voir avec ce qu'on va faire dans le monde du travail. Mais absolument, c'est vrai.
C'est déjà ce qu'on se dit et ce qu'on nous dit pendant les études, mais pour maintenant travailler, je peux en témoigner, en fait, c'est toutes les méthodes de travail, la façon d'aborder un problème, l'organisation qu'on apprend pendant toutes ces études et pendant la prépa qui sont très utiles dans le monde du travail. Mais par contre, techniquement, moi, j'utilise très, très peu de choses que j'ai vues, à l'école. Et du coup, la césure, elle m'a permis de, tester vraiment ce que c'était que de travailler, parce qu'il y a à la fois les domaines et puis il y a les types de postes. Donc c'est un peu un cocktail de ces 2 choses-là, qui donne, qu'est-ce qu'on va réellement faire. Donc est-ce qu'on préfère être, tout le temps dans un bureau ou faire du terrain? Est-ce qu'on préfère, pas trop être en contact avec des gens ou est-ce qu'on adore le contact, client ou le travail en équipe? Est-ce qu'on préfère être plutôt dans du managérial, dans de la gestion de projet ou est-ce qu'on a besoin de vraiment faire les calculs, d'avoir les mains dans le cambouis? Voilà, donc c'est important, d'être mis face à la réalité du travail et de comprendre soit en tombant directement sur un truc qu'on adore, qui nous plaît, soit en testant des choses où on se rend compte que c'est pas notre truc et pouvoir les rayer de la liste. Donc ça, c'est un autre gros enseignement qui se retrouve très souvent. Enfin, je connais beaucoup de gens qui ont vécu ça grâce, aux différents stages et en fait, la césure, elle permet juste de démultiplier le nombre de stages qu'on fait et ça permet aussi du coup d'aller dans des directions un peu expérimentales. Si par exemple, on se dit que peut-être l'ingénierie, c'est pas pour nous et peut-être qu'on commence à se dire: «Ah là là, mais moi, je dis complètement n'importe quoi, fabricant de chaises, en fait, peut-être que c'est un truc qui me ferait méga kiffer». Et ben, on peut faire un stage, de fabricant de chaises et en fait, au moins on aura testé, quoi. C'est-à-dire, si un petit vous titille ou vous vous dites: «Putain, en fait, les études c'est que j'ai choisi, c'est peut-être pas ça mon truc» et bah, potentiellement, vous pouvez tester, quelque chose de complètement différent et vous planter. Parce qu'en France, on a souvent peur de se planter et en fait, se planter, c'est super important. Je trouve que s on apprend plus en se trompant ou en ratant quelque chose que je sais plus trop qui c'est qui a dit ça, mais en gros, on apprend Quand s je gagne. ouais, ouais, c'est un peu ça, mais ce que j'allais dire, c'est, et quand je perds, j'apprends, ouais. Mais, ce que je veux dire, c'était, ouais, c'est Mandela, plus, le truc de, hem, j'apprends en ratant ou en perdant, mais il faut quand même que de temps en temps, je réussisse ou je gagne pour avoir la carotte, quoi. Donc de temps en temps, je suis félicité et cette félicitation, elle permet de continuer à essuyer les plâtres quand ça se passe pas bien et du coup, voilà, 4 fois de suite, on rate, on apprend, mais c'est dur et la cinquième fois, ça réussit, on est félicité et comme ça, on peut continuer à accepter que des fois, ça marche pas. Donc c'est une façon de voir les choses. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Enfin, moi, pour moi, il y a 2 gros éléments, c'est, savoir plus ce qu'on veut faire d'un point de vue professionnel, d'un côté et d'un autre côté, plus apprendre d'un point de vue personnel parce que le boulot, c'est pas toute la vie. Sur qui on veut être, sur sa résilience personnelle, sur, le fait d'être capable d'être autonome, d'être bien avec soi-même, de faire des choix, de savoir où on veut aller, voilà. Très bien, très bien, très bien. Je suis tout à fait d'accord en vrai, ce droit à l'erreur, hein, comme on dit: «Avant d'apprendre à courir, il faut apprendre à marcher, mais avant d'apprendre à marcher, il faut déjà apprendre à tomber», comme le disent si bien, les petits bébés. Mais ouais, c'est important de savoir ça, et aussi d'en avoir conscience que, la césure, c'est une sorte de tremplin. C'est le dernier tremplin avant, avant que les choix soient coûteux, Mmh. avant que les choix soient coûteux et définitifs. Juste pour rebondir vite fait là-dessus, souvent on dit alors si au final on considère qu'on veut faire une belle carrière parce qu'on a une belle école ou que sais-je, une fois qu'on a notre diplôme, il faut pas perdre de temps. C'est assez connu que c'est quand même un peu mal vu. C'est-à-dire s'il y a un recruteur qui te dit, «OK, donc vous avez été diplômé il y a 10 mois, qu'est-ce que vous avez fait depuis?» et que tu dis, «Bah, pas grand-chose», ou enfin, globalement, c'est quand même plutôt bien vu de commencer assez rapidement après la diplomation.
Et après ça, ben, si on est un peu carriériste, bah, il faut se faire la main et les années, elles sont précieuses au début de la carrière. Donc il faut faire feu de tout bois. Et du coup, c'est un peu la dernière opportunité, la césure, de vraiment prendre le temps de se planter, comme je l'ai déjà dit, parce qu'après ça tout va s'enchaîner assez vite et s'il y a un moment où on a un peu un enfin, c'est la fenêtre, elle va se réouvrir, un peu dans longtemps, quoi. Donc pareil, si on a des rêves un peu de gamin, si on a des envies de voyage, de projets perso, de trucs comme ça, c'est un bon moment pour les faire aussi. Je ne l'ai pas vraiment dit comme ça avant, mais c'est quand même ça me paraît important. Voilà. Je suis d'accord. Hem de manière générale, la césure, qu'est-ce qu'elle t'a apporté sur ta façon de voir le monde, sur ta façon de voir certaines choses, de communiquer, de réfléchir, est-ce que ça t'a, comment dire, conforté dans, on va dire, tes processus de réflexion, de compréhension du monde? Ou est-ce que ça a un petit peu chamboulé? Si oui, de quelle manière? Est-ce que ça te permet de consolider quelque chose en toi? Ouais, carrément. C'est une super bonne question. Bah, comme j'ai pu l'expliquer, j'ai vraiment rebattu les cartes et puis j'ai un peu reconstruit beaucoup de choses de très bas, enfin de très profond et donc bon, il y a eu, entre autres, c'est un peu c'est important pour moi, mais ça me fait chier de le dire parce que c'est un peu bateau. Mais moi, il y a eu une grosse prise de conscience écologique. Il y a pas eu que ça, mais ça a été, une des choses. En fait, globalement, une prise de conscience de qu'est-ce qui a de l'importance et qu'est-ce qui en a beaucoup moins. Parce que quand on perd quelqu'un de très proche et puis enfin, qu'on descend très bas, aussi dans l'image de soi-même, après quand on se reconstruit, on remet les priorités au bon endroit et hem et du coup, ben, me rendre compte qu'il y a certaines choses que, même pour un très bon salaire, je voudrais pas faire. Me rendre compte que, oui, c'est bien de gagner son argent et c'est bien d'avoir un certain confort, mais à partir d'un moment, ça sert à rien qu'on te donne 2 fois plus. Tu vas juste faire 2 fois plus de la merde avec cet argent-là. En revanche, parce qu'à partir d'un certain stade, il y a des chances que l'argent, il te serve à faire des choses assez futiles au final. Oui, c'est désirable, d'acheter des trucs chers, mais c'est pas ça la vie. Et probablement que, dans le processus, où on gagne tout cet argent, bah, c'est possible que, on ait travaillé beaucoup, qu'on ait mis de côté nos liens, amicaux, familiaux, qu'on se soit compromis aussi d'un point de vue éthique avec notre éthique personnelle et donc ça a permis de remettre les priorités, de remettre qu'est-ce qui a de l'importance pour moi, qu'est-ce qui en a moins, où est-ce que je veux mettre mon énergie et ça paraît assez bateau comme ça, mais au final, c'est assez bien résumé. Voilà, je dirais que les priorités ont été revues et ça me permet d'évoluer dans la vie avec plus de sérénité et c'est bien. J'en rajouterais même que, surtout sur ta césure où tu as mélangé, voilà, expérience professionnelle, hem, voyage et engagement bénévole, tu as pu voir toute une facette, on va dire, de la société. Tu as pu voir, des gens, qui sont dans le besoin dans ton propre pays, des gens qui travaillent, dans ton pays, des gens qui vivent dans d'autres pays carrément. C'est, c'est incroyable et surtout des sociétés différentes, des manières de penser différentes, des niveaux de vie différents et on va dire, avoir cette flexibilité-là, cette adaptabilité, c'est, je pense que ça t'a donné quand même aussi, je pense, une bonne vision et surtout, ça a déplacé ton point de référence, je pense. Enfin, en tout cas, tu me contredis, mais enfin, tu me dis si c'est faux, mais ouais, je pense que ça a un petit peu changé ton point de référence et un petit peu changé le prisme sur, ta façon d'aborder certaines choses, je pense. Ouais, 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 tout à fait, c'est un peu tarte à la crème de le dire comme je vais le dire, mais effectivement, on prend du recul en faisant des rencontres et en voyant des modes de fonctionnement différents. Après ça moi, ça a été carrément complété par l'Erasmus à Turin parce que là, j'ai rencontré beaucoup d'étudiants de plein d'horizons différents et là, le sujet, c'est la césure, mais au final, ça a été un peu, une prolongation de ma césure, cet Erasmus, même si là, pour le coup, j'ai suivi des cours. Mais quand je suis parti, en Amérique latine, j'y suis resté beaucoup moins longtemps que prévu, mais j'y suis quand même un peu resté et bah, c'est classique, ce qu'on entend, quand les gens rentrent, de voyage dans des pays qui sont
où le niveau de vie est moins élevé, mais on rencontre des gens qui ont qui gagnent 10 fois, 20 fois, 100 fois moins et qui sont, 4 fois plus généreux. On rencontre des gens à qui, leur donner 1 €, c'est comme si on leur donnait 100 € et en fait, ils t'invitent à manger avec eux, ils font un festin, parce qu'ils sont heureux de t'accueillir et eux, ils mangent comme ça, 1 fois par mois et pourtant ils décident de le faire parce que ça leur fait plaisir et c'est pas plus compliqué que ça, en fait. Et quand, tu essayes de les rétribuer ou de payer ta part, ils refusent. Donc moi, voilà, par exemple, il y a eu les questions de grande générosité et puis oui, se prendre un recul fou, par rapport à l'humain, mais même par rapport à ce que c'est notre planète, la diversité des écosystèmes, de ce qu'on peut voir, à quel point c'est beau et à quel point juste le fait que c'est beau, ça suffit des fois. Que tu es là, tu peux regarder, c'est juste beau et puis tu te dis, «Bon, bah, c'est chouette, de vivre là», donc voilà, mais c'est sûr, de la prise de recul à tous les points de vue et ça fait grandir. Ouais, on revient sur le même point, prendre le temps Mmh, de c'est c'est une thématique assez intéressante, le temps, parce que ça se consume, mais ça se consume de manière très relative en fonction de ce qu'on vit et de ce qu'on cherche à atteindre et c'est, alors, comment dire? Moi, je le vois d'une certaine manière où la seconde qui est passée, tu pourras plus jamais la revivre. Genre, mmh, la seconde, elle est passée, elle pourra plus jamais être revécue ou peut-être mémorisée, mais tu pourras plus jamais, avoir cette expérience de cette seconde qui est passée là mmh, et c'est fou de se dire ça, que quand tu prends conscience que, voilà, 1 minute de rigolade avec des potes, bah, cette mmh, minute de rigolade là, elle n'existera plus, ben, dans une seconde. ouais. Heu, Ouais, c ce que tu dis sur le temps se consume, mais se consume très différemment. C'est moi, j'ai vraiment, c'est très vrai, j'ai vraiment une impression, j'ai pas mal de sensations de moments hors du temps et du coup, pour moi, c'est des moments extrêmement privilégiés et c'est des moments qui sont très formateurs. Je pense qu'ils vont me suivre toute ma vie et en fait, le fait d'avoir le temps, ça permet ces moments-là. Des moments où cette césure, c'est une parenthèse, c'est même le terme césure, il veut un peu dire ça et du coup, ça crée des souvenirs qui sont très, très forts bah, par exemple, pendant les voyages où ça fait comme un rêve qui nous a forgés, comme impression quand on y repense et du coup, le temps justement se consume pas du tout pareil et j'ai l'impression que souvent c'est du temps de très grande qualité, heu, qui qui source beaucoup, la suite de la vie. mmh. Ah ouais, je suis tout à fait d'accord, là-dessus, hein et je te rejoins complètement. On va passer à une autre partie, donc sur la reconnaissance de ton parcours en césure et sur, la valorisation que, tu as pu effectuer ou bien que, on va dire, qui s'est auto-effectuée potentiellement auprès des recruteurs. Donc, ma question, elle est simple, c'est est-ce que tu as l'impression que ton parcours en césure, il a été reconnu par les employeurs, par des RH ou sur le marché du travail, en général? Alors, je doute pas que le parcours universitaire, que l'institution universitaire a reconnu, ta césure, mais, comment tu arrives à la vendre ou, en tout cas, comment tu arrives à la faire, considérer, auprès des gens, qui en ont potentiellement pas fait et auprès, des gens qui sont des acteurs du marché du travail? OK. Avant tout, je dirais que ça dépend beaucoup de sur quel recruteur on tombe. À mon avis, plus le temps passe, plus c'est bien vu. Ça dépend des domaines, mais globalement, plus le temps passe, plus c'est bien vu et moi, en expliquant pas seulement ce que j'ai fait, mais ce que ça m'a apporté assez brièvement, par exemple, au moment où me demande de me présenter, je sens qu'assez souvent, je vais pas dire ça fait mouche, mais en tout cas, au moins, c'est pas pénalisant et au mieux, ça rapporte un petit plus. Mmh.
mais je vois très bien qu'il y a quelques cas isolés où il y a une personne un peu de l'ancien monde qui considère que la césure, c'est une manière d'étirer les études et de rien branler pendant 1 an. C'est ça, hein, que certaines personnes pensent. Et du coup, j'aurais comme conclusion là-dessus que parce qu'auprès de ces personnes-là, en vrai, pendant un entretien d'embauche, c'est trop court pour les enfin, on va pas les persuader que la césure, ça sert à quelque chose. Ils ont une idée arrêtée là-dessus. Donc personnellement, je pense que si votre but en faisant une césure, c'est uniquement que ça ait un apport pour votre carrière et vraiment uniquement, je suis pas sûr que la césure, ça soit une bonne idée. Parce que moi, je regrette absolument pas la césure grâce ou à cause de ce qu'elle m'a apporté à titre personnel avant tout. C'est-à-dire que si un rep bon, heureusement, globalement, ça pénalise pas, mes processus de recrutement. Mais personnellement, si ça n'avait aucun impact sur le recrutement, ni positif ni négatif, ça me conviendrait. Parce qu'à titre personnel, c'est une année qui m'a enrichi. Et donc quand tu es arrivé auprès des recruteurs, donc si tu as pas eu de gros soucis, auprès de certains, les plus récalcitrants, comment tu as pu au mieux la vendre cette expérience? Je pense qu'en fait, il faut enfin, moi, comment je vois le recrutement, c'est que, il faut essayer au plus vite c'est un exercice un peu comme un oral, académique, dans le sens où il faut cerner au plus vite ce qui va marcher avec l'interlocuteur. Et moi, j'ai plutôt, la stratégie de me dire: «Si la personne, elle est pas réceptive de cette partie de mon choix d'études, il vaut mieux que j'omette le truc enfin, pas que je l'omette, mais il vaut mieux que je passe rapidement dessus». C'est-à-dire, parfois, il faut accepter que, c'est peine perdue. Il y a des gens, par exemple, nous, on a fait Central Lyon, il y a des recruteurs qui s'en foutent, notamment à l'étranger, que tu aies fait une école qui soit prestigieuse. Tu peux le tourner dans tous les sens que tu veux, tu vas pas les convaincre. Enfin, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps long, le fait de considérer que quelque chose est prestigieux ou non. Mmh. Au moment où je me présente, je fais une présentation qui est un peu orientée en fonction de l'interlocuteur, mais enfin, de la structure dans laquelle, je veux que je veux intégrer. Mais j'essaye de sonder un peu les réactions de l'interlocuteur et si je vois qu'il y a un peu de la réticence ou un peu du jugement au moment de parler brièvement de la césure, au moment de ma présentation, je ne vais pas forcément revenir dessus. Je vais attendre qu'on me pose des questions et évidemment lors de recrutement, à part si on se rend vite compte qu'il y a un truc un peu pas amical, mais il y a un rapport sympa qui se met en place. Là, on peut parler de ce que ça nous a apporté personnellement, on peut carrément rentrer dans les détails du voyage, ça arrive. Hem, mais globalement, ce qu'il faut mettre en avant, c'est pourquoi ça va être utile professionnellement. Donc après ça, je vais faire l'amour à la personne. Il y a forcément un peu de bullshit dans les moments de recrutement. Donc c'est le moment où il faut sortir le violon et où il faut un peu déformer les choses. C'est la vérité, mais si la personne, elle veut jouer le jeu du recrutement à l'ancienne où, tu es propre sur toi et on te fait le coup, du défaut et de la force, et bah, faut sortir les mêmes armes et faut faire le violon. Par contre, il y a de plus en plus souvent, moi je trouve, des recrutements, qui sont plus humains et où là, souvent les personnes, elles ont l'air de vraiment se dire: «Ah mais tu es parti, en Amérique latine en vélo, mais incroyable» et là, tu peux, donner quelques petits détails croustillants, voilà. Donc il faut sentir l'interlocuteur et pour moi, ça sert à rien d'essayer de trop plaider son cas si ça a l'air peine perdue et que l'interlocuteur, il a pas l'air réceptif. Voilà, donc je réponds pas vraiment à la question, mais moi je le vois comme ça. Ouais, voilà, c'est en gros, ça dépend. Mais c'est vrai que ouais, quand tu le dis, on tombe sur, on va dire, il y a pas de profil type du recruteur. Heu peut y avoir des on va dire, des recruteurs avec beaucoup d'expérience, et des recruteurs avec moins d'expérience qui font la même chose. Après, ça peut être, l'inverse, qui sont un peu plus, on va dire, progressistes et plus, modernes, dans leur façon, de gérer un entretien. Et c'est vrai que, comment dire? Parler des expériences de manière générale avec un recruteur, en fait, on sait que les 2 parties, hein, les 2 parties savent que c'est une sorte de pièce de comédie, que voilà, l'un va essayer de faire, son jeu, l'autre, lui vend autre chose. Et en gros, c'est pas un dialogue de sourds, pas totalement,
il y a un fond de vérité, mais dans le sens où, on sait que voilà, il y a un peu de romance, il y a un peu d'embellissement, à droite à gauche, tu sens que voilà, le kilométrage, il a été un petit peu maquillé, mais au final, voilà, la voiture, elle roule, quoi. Mmh mh. Ouais, tout à Mais, fait. mais c'est vrai que voilà, c'est une sorte et en vrai, je trouve que c'est quand même un gros tabou où les 2 parties savent que, il y a un petit peu, il y a un petit peu d'embellissement pour rien, il y a un peu de bullshit, il y a un peu de pipeau. Les 2 parties le savent et quand même, on reste bloqué dans ces rôles-là parce que, question d'image, question d'éthos, énormément Mmh. d'éthos, c'est, pas forcément de logos ou de pathos, mais énormément d'éthos des 2 entreprises et d'ego, et je comprends pas, pourquoi, on se ment à nous-mêmes, enfin les 2 parties se mentent à elles-mêmes, alors que, en fait, on sait très bien que le recruteur, il va décrire le job comme si c'était le job, de notre vie et nous, on se vend comme si on était l'employé, le collaborateur qui était fait, uniquement pour ce job et personne d'autre, en décrivant qu'on a 1001, compétences, 1001 qualités, on est le GOAT suprême, avec, l'ultra instinct. Ouais. Bah, à la fois je suis d'accord avec toi et à la fois je suis pas sûr qu'on puisse faire autrement. Ouais, C'est le processus de recrutement qui veut ça. Il y a alors, c'est un peu étrange quand l'entreprise, elle se vend un peu trop. Mais ça, bah, ça c'est un bon indicateur pour, 2 choses. Bon, on sort de la question de la césure, mais si l'entreprise, elle se vend trop, ça veut dire que un, il faut se rappeler qu'elle vous aime bien, si elle se vend tant que ça, donc c'est un levier à utiliser en son avantage et 2, c'est aussi, potentiellement, faut faire gaffe parce que si elle se vend tant que ça, c'est qu'elle a du mal à recruter. Le job de fou, ultra bien payé, si ça vous importe, heu et je dis pas que je préférerais gagner le SMIC, mais bref, le job passionnant, qui est très bien payé, où il y a des supers avantages, où, ils ont l'air d'être OK pour, du 80 si vous voulez du 80 pour des congés sans solde si vous voulez des congés sans solde, enfin, qui ont l'air d'être très, très open à plein de choses. Faut un peu se méfier parce que ça veut dire que soit ils ont du mal à recruter, soit ils vous aiment vraiment bien votre profil et dans ce cas-là, vous pouvez l'utiliser à votre avantage. Après de votre côté, bah, c'est un peu le dilemme du prisonnier. Si tout le monde se mettait d'accord pour être honnête, ça marcherait. Mais sauf mmh, qu'il y en a toujours un qui va pas le faire pour pouvoir sortir du lot. Donc en fait, tout le monde se retrouve dans la même merde, c'est qu'il faut se survendre. Donc bon, bah, ils auront tout le loisir de voir que, bon, oui, on maîtrise pas si bien que ça, le code agencé, mais on va apprendre qu'on maîtrise pas si bien que ça, qu'on n'est pas le pro ultime, du code en VBA sur Excel, mais qu'on sait vite fait faire et que s'il y a besoin, on va apprendre. Mais ça, ils sont au courant, enfin, c'est un peu fou, à part si vraiment on n'y a jamais touché, mais c'est un peu fou de dire, «Ah non, ça, il y en a besoin, mais je suis mauvais. Il va falloir me former, 6 mois». Personne dit ça. Donc oui, c'est sûr que bon, ça fait partie du truc, moi, je l'ai un peu accepté. Après, j'essaye de rester humain et de pas dire n'importe quoi et parfois, je crois que ça fait plaisir aussi aux recruteurs de quand des fois je dis, «Bah, ça je l'ai déjà fait, je l'ai déjà vu, je l'ai maîtrisé, mais je sais que je réapprendrai vite, mais je vais pas être opérationnel dans la seconde où vous me le demandez, mais je sais qu'assez rapidement, je pourrai faire les choses bien». Ça remet de l'humain dans la réflexion et les personnes se disent: «Il est honnête» et ça donne confiance aussi. Faut pas faire trop lisse. mmh, ouais, je suis d'accord là-dessus. Passons à une autre partie sur les aspects pratiques et les formalités que tu as dû, remplir Mmh. à la fin de ta césure. Donc, 1°, c'est quoi les documents ou les rendus spécifiques que tu as dû fournir, auprès alors j'allais dire auprès de la Strass, mais auprès de l'administration, pour préparer le dossier de césure ou en tout cas pour le faire valider auprès de l'établissement? Donc soit avant pour le préparer, soit après pour le faire valider. Est-ce qu'il y a des documents spécifiques? Bah, pour la préparation, oui, il y a un document qui explique ce qu'ils veulent retrouver dedans. Alors, il y a à la fois une partie très très administrative où il faut rentrer,
Enfin, en gros, sur le site, de l'école, il faut dire, «Oui, je souhaite faire une césure, blablabla» et ensuite il y a un dossier de césure donc globalement, c'est une espèce de grosse lettre de motivation, qu'il faut faire. Voilà, je sais plus, ça devait faire, quelque chose comme 2-3, enfin entre 2 et 4 pages Word quoi, un truc comme ça. Donc une lettre de motive qui décrit à la fois assez précisément ce qu'on veut faire réellement pendant la césure, le programme et qui détaille les motivations de ce programme-là. Donc voilà, ça c'est une chose, il faut l'envoyer en temps et en heure, et c'est bien qu'il y ait cette formalité-là parce que ça permet de pas trop procrastiner et qu'à un moment on se dise: «Bah, il va falloir que je formalise un peu réellement ce que c'est que mon projet». Ensuite, moi j'ai dû remettre un stage, bah, pas un stage, un mémoire de stage, enfin un rapport de stage lié à mon premier stage, mais c'est parce que c'était le stage de deuxième année. En revanche, pour le deuxième stage que j'ai fait en césure, bah, il y a une convention qui a été signée, qui a été acceptée et pour mon deuxième stage, on m'a pas demandé de faire de rapport de stage. J'ai dû signer une convention, avec Centrale, donc c'est les conventions de stage, c'est des conventions tripartites, toujours. C'est q et même, je crois, la définition du stage, donc c'est qu'il y a le stagiaire, l'entité d'accueil et l'entité académique, donc l'école qui signe une convention tripartite. Donc ça, bah, convention de stage, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Une fois qu'on a trouvé, l'entreprise, il y a juste à signer. Moi, je me rends pas compte, mais j'ai peut-être eu quelques facilités liées à ce qui s'était passé pour moi. L'administration a été plutôt clémente, mais je crois que ça se passait à peu près comme ça pour tout le monde. Et après, au retour de césure, j'ai peut-être eu un questionnaire enfin, pas vraiment de satisfaction, mais de fin de césure, qui je crois même était peut-être, facultatif. Mais du coup, ils m'ont jamais demandé alors je sais pas si c'est un cas en fait, vu ce qui s'est passé pour moi, des fois je me demande si j'ai pas eu des traitements de faveur. Donc, je sais pas si de ton côté on t'a déjà parlé de ça, mais moi on m'a rien demandé, à l'issue de la césure ou de prouver que j'avais bien fait ce que j'avais dit que je ferais et cetera et cetera. Personnellement, ça s'est passé comme ça, voilà. J'ai pas eu de retour non plus de d'autres personnes qui ont fait des césures, qui ont, eu, devoir à rendre des comptes Mmh. explicitement pour prouver qu'ils ont fait ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Donc je j'ai pas eu de retour. Après peut-être que ça se fait s'ils ont des doutes, mais je sais pas. Et l'organisme, en tout cas, le service, universitaire qui s'occupe, de ça, vers qui tu te retournais? Vers qui tu demandais conseil explicitement? J'ai pas été très en lien avec eux, globalement pendant la césure. Moi, j'ai un peu vécu une fois qu'on m'a donné le feu vert, c'est pour ça que je disais open bar tout à l'heure, c'est que j'ai jamais échangé avec eux, hein. Moi, une fois qu'on m'a donné ma césure, j'ai fait ma tambouille, quoi. Hem, il y a simplement au moment où j'ai trouvé le deuxième stage, ben, où j'ai dû, mais là, j'ai contacté le service des stages. Donc rien de plus. Après, bah, voilà, il y a les contacts qui sont fournis au moment où on demande la césure. Donc j'aurais probablement fait un mail, aux 3 contacts qui étaient dans le PDF et on m'aurait réorienté, quoi. OK. Donc ouais, il y a à part le service scolarité pour, on va dire, donner le dossier qui soit examiné en je sais pas s'il y a une commission spécifique? Parce que je sais que pour les doubles diplômes, il y a une commission spécifique. Je me rappelle plus précisément comment ça se passe, mais oui, il y a une commission qui se réunit, ouais, au même titre que pour les Erasmus, il y a une commission qui se réunit. Pour les doubles diplômes, c'est là où elle est la plus exigeante, mais il me semble que pour les Erasmus et pour les césures, il y a également une commission, ouais. En parlant d'exigence, belle transition. Comment on fait pour faire valider un voyage comme césure universitaire comme tu en as pu faire un? Moi, je voulais savoir, je sais qu'il y en a d'autres personnes, qui font des voyages pendant leur césure. Mmh. Comment vous arrivez à faire valider un voyage pendant 4 mois en disant: «Eh, vous inquiétez pas, mais non, mais je veux apprendre des choses»? En vrai, je pense que ça dépend des écoles, mais dans le cas particulier de Centrale Lyon, en fait, tant que le projet, c'est pas de faire un an de voyage et encore, alors si c'est un an de voyage, il faut vraiment avoir pougné le truc. Bon, il faut vraiment avoir, travaillé le truc en détail. Mais là, en l'occurrence, si tu leur dis,
je veux à la fois faire un ou 2 stages et à la fois faire un voyage qui me tient à cœur et où c'est pas juste: «Ah, je vais prendre un billet de train ou un billet d'avion, aller à tel endroit et voir ce qui se passe», mais où il y a une idée un peu derrière le voyage. C'est-à-dire nous, c'était une traversée en vélo, mais c'est pas obligé que ça soit sportif. Mais je pense qu'il y a pas besoin de le survendre tant que ça. Vouloir découvrir, avec un sac à dos et en prenant des bus, l'Amérique latine, sa culture, heu, élargir ses horizons. Vendre un voyage comme ça pour 4 mois, c'est suffisant et c'est sûr que pour quelqu'un qui a eu un parcours très classique académique, vivre cette expérience-là à 22-23 ans, c'est sûr que ça va apporter et donc c'est sûr que c'est un bon calcul pour l'école en réalité. Pour moi, enfin moi je le vois comme ça, hein. C'est sûr qu'une fois que tu arrives sur le monde du travail, tu t'appelles, Jean-Marc et tu arrives sur le monde du travail et tu as le diplôme de Centrale Lyon où c'est écrit Centrale Lyon et à côté de ça, tu as l'intelligence qui t'est venue, enfin tu as l'ouverture d'esprit qui t'est venue de ce voyage-là, ça va être positif pour l'image de l'école. Donc je suis sûr que voilà, pour moi, il y a pas besoin de particulièrement vendre, le voyage. C'est acté maintenant qu'il y a beaucoup d'étudiants qui veulent voyager et c'est une bonne chose. C'est le bon moment de le faire et de s'ouvrir et donc c'est normal qu'ils disent oui. Voilà et faut juste pas aller à Amsterdam 4 mois pour fumer, quoi. Pour les étudiants parisiens, en fait, alors faire un voyage en zone 5, c'est pas considéré comme si comme une césure, je tiens à vous le dire. En fait, Ce qui est aller en province, Rambedot, tout le 9-3, c'est pas suffisant, ouais. c'est pas suffisant comme choc culturel, hein. Enfin quoique là, tu peux avoir un gros choc culturel mais ouais, vaut mieux, ouais. Quoique, hein, la Creuse, ça peut être, bah, je pense que enfin tout se vend en réalité et puis il faut, enfin tout se vend. Le mec est de droite 2000 quoi. Mais, mais tout se vend dans le sens, si vous avez un doute sur le fait que votre projet, il risque d'être refusé ou accepté, vous en parlez en amont au service qui est, responsable de ça. Si votre projet, il correspond pas du tout à ce qui est accepté normalement, ils vous le diront et vous avez même pas besoin de vous donner la peine de bien argumenter un projet qui de toute façon sera refusé. Mmh. Mais par exemple, j'allais dire, si vous voulez aller, élever des vaches, dans la Creuse pendant 6 mois, il y a de grandes chances qu'on vous dise que c'est un projet, qui est accepté. Il y a peu de enfin ouais, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Mmh. Mais bref, ouais, c'est possible donc on retiendra que tout se vend et désolé pour les Jean-Marc qui nous écoutent, mais voilà, vous avez qu'à faire des meilleures césures, voilà. Vous avez qu'à vous l'appeler autrement. Voilà, je rigole. J'imagine vraiment le gars qui a Centrale Lyon à Écully dise et qui se dit: «Ouais, je vais faire un voyage universitaire, une petite césure à Tassin». Ça va être À savoir que Tassin, c'est vraiment à 5 minutes en voiture. pétasse, la demi-lune pour les La demi-lune, voilà. on précise bien, hein. On va passer à l'avant-dernière partie sur les avantages, les inconvénients de la césure de manière générale et surtout tes anecdotes qui vont être pépites, je pense. Alors la première question, est-ce que tu peux nous donner deux trois avantages de la césure, de ta césure, ou même de la césure en général et deux trois inconvénients? Bon, je vais faire assez court là-dessus. Les avantages, c'est le temps dont on a beaucoup parlé, l'opportunité de 1 an offert, en fait. Il y a rien d'autre à dire, c'est vraiment, pour moi, c'est ça, tu en fais ce que tu veux, du développement personnel ou du développement de carrière ou on peut en faire plein de choses, mais voilà, pour moi, c'est ça les points positifs. Les points négatifs, c'est que dans certains cas, c'est 1 an de perdu. Faut pas le faire, motivé par la flemme ou par l'envie de glandouiller, quoi. Sinon, probablement qu'il va y avoir 1 an de perdu. Mmh. Donc si on n'a pas de vraies idées ou de vraies choses qu'on a envie de faire, ça sert à rien de le faire. Et si on a, une vision très claire de là où on veut aller déjà et des rêves qui se concrétisent par la fin des études le plus vite possible pour, réaliser ce qu'on veut faire,
Ça peut être plein de choses, monter une boîte, commencer sa carrière au plus vite et cetera et ben, il y a aucune raison de faire la césure et donc si vous vous sentez obligé de faire une césure pour ça, bah, vous aurez un peu perdu votre temps. Donc c'est pas vraiment des désavantages de la césure, mais il faut pas la faire pour les mauvaises raisons. Je dirais qu'un gros désavantage de la césure, j'ai pas encore eu l'occasion d'y revenir, c'est la question financière. Moi, j'ai un peu l'impression quand même que c'est un truc qui est majoritairement pratiqué par, des étudiants qui viennent de milieux aisés, déjà plutôt dans des écoles plus qu'à la fac. La césure, c'est un truc qui est hyper répandu, dans les écoles d'ingénieurs et de commerce. Ça s'entend beaucoup moins à la fac et moi, j'ai même pas eu besoin de me poser la question des financements. C'est sûr qu'en fonction du projet qu'on fait, on peut réussir à récolter des financements. Ça existe toujours. Mais, bah, faut les chercher, faut les trouver, faut monter des dossiers. Si on est boursier, on continue à l'être, mais ça suffit pas pour vivre, souvent. Donc la question financière, c'est une vraie question et bah, si le projet, c'est de bosser, bah, ça fait d'une pierre deux coups, hein. On peut trouver, un contrat, soit un stage, soit un vrai contrat de travail qui permet à la fois de grandir, de se connaître mieux et de voir ce qu'on veut faire et à la fois de gagner de l'argent. Mais si on veut partir en voyage, ben, l'argent, il faut bien le trouver quelque part, hein, il y a pas de magie. Donc c'est quand même, en réalité quelque chose qui la césure, c'est clivant sur le point de vue financier. Il y a beaucoup d'étudiants, faut pas l'oublier, qui ont hâte enfin, qui ont besoin de finir leurs études au plus vite pour commencer à bosser et à payer. Que ça soit, leurs parents qui leur mettent la pression parce qu'ils commencent à coûter cher, et cetera et cetera. Donc je le vois comme, un désavantage de la césure, c'est que c'est beaucoup plus on va dire, c'est beaucoup plus simple pour certains que pour d'autres. Et souvent on n'en parle pas trop parce que dans les écoles d'ingé, bah, il y a une classe, socio-professionnelle représentée qui est assez élevée, mais on n'est pas tous égaux, face à ce truc-là. Et donc ça serait bien qu'il y ait des bourses de césure, des choses de ce type-là. Ouais. C'est vrai qu'en plus, il y en a pour les doubles diplômes. Mmh. Pourquoi il n'y en aurait pas pour les césures? Je sais qu'il y en a pour les Erasmus aussi. Enfin, on Ouais. va dire, double diplôme, c'est sur la première année qui comptait comme un Erasmus. Donc Mais parce qu'il y a cette vision, qui en même temps se défend, hein. C'est que soit tu bosses et bah, tu bosses donc tu es censé avoir un salaire ou en tout cas un dédommagement. Soit tu décides de faire un voyage ou de faire des projets personnels. C'est bien, mais c'est ton problème et donc il faut le financer personnellement. Après, on pourrait, avoir une vision en disant que ces choses-là, elles font partie d'un certain cursus universitaire et que donc dans ce cadre-là, on pourrait, les financer ou aider à leur financement. Mais bon, c'est des décisions politiques ça. voilà, rien que dans le cadre, je pense, alors je parle pas des gens qui font un engagement bénévole parce que voilà, c'est leur choix, le voyage, c'est leur choix. Le CDD, bah, s'ils ont un CDD et qu'il est bien payé, pas de problème. Mais plus dans le cas où, les gens font des stages, donc que ce soit des stages en entreprise, des stages de recherche et qui sont vraiment payés au minimum. Parce qu'on va pas se mentir que les entreprises, bah, on va dire 80 du temps, alors c'est une statistique qui sort tout droit de mon coude, heu heu, elles, rémunèrent rarement, assez rarement au-dessus du salaire minimum. Je crois qu'à mon époque, enfin à notre époque, c'était à entre 500 et 600 € Mmh. par mois. Ouais, je dirais moi j'avais un poil plus que 600 en tête, genre 612, un truc comme ça. Mmh. Après moi, je crois que ça dépendait par jour travaillé. Ouais, 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 c'est un forfait. C'était gratification, mon Dieu, je me dis: «Mais tu fais ça en césure?» Alors on rappelle, hein, je le rappelle toujours bien pour vous qui nous écoutez, quand on est en césure, la plupart du temps, on est en 3e année d'école d'ingénieur, c'est-à-dire on a un bac+4, entre bac+4 et bac+5, ça dépend. Mais en gros, on valide quasiment le master et se retrouve avec, un stage de peut-être 6 mois, 1 an, ça peut dépendre ou de quelques mois, avec 600-700 €. Alors pour, des gens qui sont en post-bac, 600-700 €, ça peut être peut-être pas mal. Pour, vous qui vivez chez papa, maman, pas de souci, mais 600-700 €, c'est pas non plus énormissime, indépendant de la ville où on est. Bah, 600-700 €, dans certaines villes, ça paye pas le loyer, hein. Mmh, ouais, il y a deux aspects. Il y a de un, ça suffit pas pour vivre si on doit payer un loyer. J'ai envie de dire nulle part. En tout cas pour vivre décemment, c'est clair que non. Sans
sans apport par ailleurs, ou sans bourse. Ça, c'est une chose et une autre chose en parallèle, c'est que c'est, pour le dire clairement, du foutage de gueule quand on a un master invalidé. On apporte plus que ça à une entreprise, presque toujours. Une fois qu'elle nous a un peu formés, enfin, faut se rendre compte qu'aussi, ils payent très peu d'impôts. Un chef de projet ou un ingénieur en début de carrière, il coûte à une entreprise au grand minimum 5 ou 6 000 € par mois. Au grand, grand, grand minimum. Donc, toi, si tu es payé 600, c'est complètement détaxé et cetera. C'est sûr que la boîte, elle paye moins de 800 ou 1 000 balles grand max. Donc Je crois même si tu fais des cafés, ouais, je crois même que c'est zéro. Donc, c'est parce que c'est une gratification au sens, c'est même pas un salaire, c'est une gratification, donc tu il même y a pas de il y a quand même, 2-3 il doit y avoir, des assurances, il y a peut-être une contribution à la sécu. Je crois pas que tu cotises à la retraite quand tu fais un stage, mais il y a 2-3 cotisations. Mais c'est que dalle, c'est genre 50 balles, par mois. Enfin, globalement, j'avais presque envie de dire, à l'échelle, en tout cas, d'une grosse boîte, ou d'un bureau d'études ou d'une boîte de conseil, c'est si tu fais des cafés toute la journée, tu es rentable. Enfin, c'est on en est presque là, quoi. Si tu fais des photocopies, des cafés et que tu relis des PowerPoint, c'est déjà tu es rentable pour la boîte à ce prix-là. Donc globalement, enfin, c'est forcément un calcul hyper rentable pour l'entreprise. Donc voilà, moi j'ai été payé à ce prix-là. J'ai aussi été payé, plutôt 1 200-1 300 en France et puis j'ai été payé un peu plus de 2 000 en Suisse, ce qui même pour la Suisse était peu, mais j'étais plus confortable. 1 200 je trouve ça à peu près honnête. Non, 600 €, faut que les faut c'est pas normal, c'est pas le c'est du foutage de gueule. il s'agirait d'aller se faire foutre les employeurs. C'est ça. Hem, mais oui, c'est vrai que, ouais, l'aspect financier, c'est un des gros, désavantages, un des gros, inconvénients de la césure. Mmh. Un avantage et un inconvénient que moi je voyais, alors moi j'ai pas fait de césure, mais que, j'ai pu percevoir, en tout cas redouter. Premier avantage, c'est ce sentiment de liberté. Mmh mh. On va dire, voilà, on choisit et après voilà, on est libre de son choix. Après, on n'est pas libre de la décision finale, mais on est libre de son choix et l'inconvénient majeur, c'est, bah, en fait, alors ça va être bizarre, mais je veux le dire aussi, cette liberté. Moi, en fait, il me faut un petit peu de cadre, Mmh. un petit peu une organisation. C'est vrai que trop d'autonomie d'un coup, en plus, moi, j'ai un peu tendance à un peu partir des fois, dans tous les sens et après il faut un peu me recadrer derrière parce que j'ai envie de faire 1000 et un trucs à chaque fois. J'ai du mal à me focaliser sur une seule et même chose et c'est vrai, voilà, c'est ce manque, de cadre et essentiellement ce manque cruel de, pas de soutien, mais de retour ou d'interaction avec l'administration pour savoir comment ça se passe, qu'est-ce que vous faites? Juste, voilà, un suivi. Moi, je pense que ça serait bien. Après, je demande pas du pistage, hebdomadaire, mais c'est vrai que, voilà, caler, 1 ou 2 calls, 1 ou 2 meetings en comment dire? Mi-expérience. Par exemple, si tu fais un stage de 6 mois, au bout de 3 mois et un à la fin du stage, juste pour savoir comment ça s'est passé. Au bout de voilà, si tu fais X mois bah, d'expérience, bah, X sur 2 et à la fin de X, juste pour savoir comment ça s'est passé et mieux orienter, bah, les gens qui vont faire ça dans le futur. Parce que voilà, imagine, je dis n'importe quoi, quelqu'un d'autre veut faire, un voyage dans la Creuse et et s'occuper de vaches, beh, ils vont lui dire: «Bah, non, en fait, il y a un étudiant, il a eu ça, ça, ça comme problème. Du coup, Mmh. pour bosser sur, ça passe le mieux possible, ce serait bien de d'ajouter ça, 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 dans votre Mmh. dossier», peut-être, de contacter ces gens-là. Ouais, ouais, tout à fait. Bah, je pense que ça peut être bien, en tout cas d'avoir cette option, de te donner cette option d'un suivi minimum, ou plus ou moins important. Là encore, c'est une inégalité qui existe dans la césure. En fait, bah, comme toujours pendant les études ou pendant la scolarité, quand on donne de l'autonomie, bah, ça fait ressurgir, les inégalités, socio-économiques, des personnes. Moi, j'ai eu aucun lien avec l'administration ou l'école, presque aucun pendant 1 an, mais j'ai eu des liens, familiaux. J'avais, bah, voilà, de temps en temps, mes parents ou des amis qui me disaient, ou de la famille qui me disait: «Bah, tu es où?» Peut-être qui me donnait des conseils si j'étais, un peu dans la panade, voilà, j'étais pas seul dans ma merde.
dans certains cas, il y a des étudiants qui sont plus seuls, et où du coup, le support de l'administration de l'école pourrait avoir de l'importance pour pas se sentir, complètement démunis et seuls dans cette explosion de liberté qui advient d'un coup. Donc ouais, je pense que c'est une bonne remarque et du coup, pour finir là-dessus, d'où l'importance de correctement planifier, même si on sait que potentiellement elle se passera pas tout à fait comme prévu, mais d'avoir un plan, de bataille un peu établi parce que ça permet de quand tout part un peu en sucette ou quand les choses, sortent un peu du contrôle, bah, de s'en remettre au plan, quoi et de se dire: «Bah, c'est ça que j'avais prévu», enfin voilà, que ça soit pas freestyle complet. OK. Revenons un petit peu à ta césure. Est-ce que tu as une anecdote drôle et une autre un peu moins drôle qui te sont arrivées au cours, de tes expériences en césure? Il y a forcément eu plein de trucs drôles. Il y a pas un truc qui sort là, qui explose dans ma tête. Pour moi, ça a été assez drôle de vivre en Suisse et de bosser en Suisse pendant mon premier stage, parce que tu as des il y a des il faut apprendre à ce qu'on voit pas trop que tu sois français et donc en fait, moi, je bossais pour un gars qui était français, mais qui avait appris à faire en sorte qu'on se rende pas compte. Hem Et du coup, quand on faisait beaucoup de visites, notamment dans des copropriétés et en fait, c'est hyper drôle. Il faut prendre leur habitus, il faut parler lentement, heu donc ça m'a pas mal appris aussi et voilà donc j'ai perdu, l'anecdote précise, mais une fois, on était chez un gars et en fait, pour moi, mon boss m'avait dit: «Toi, tu parles pas et tu regardes parce que sinon tu vas faire des bêtises». C'était la première fois et ça et moi, j'y croyais pas trop parce que je suis quand même plutôt à l'aise à l'oral et en fait, il avait raison, heureusement que j'ai pas ouvert ma bouche et en fait, j'avais vraiment l'impression qu'il se foutait de la gueule du gars. Alors que le gars, il se disait: «Ah mais quel bon Suisse, quoi». Donc c'était un vieux les vieux les un vieux vaudois donc qui habite, dans ce qu'on appelle le Gros de Vaud donc dans l'arrière-pays lausannois et moi, je me disais: «Mais il se fout de sa gueule» et en fait, il avait pris le bon ton, quoi. Donc ça m'avait fait pas mal prendre de recul et ça m'avait fait rire. Heu, une autre anecdote pendant le voyage où on n'avait plus d'eau depuis des heures et on avait un filtre à eau et finalement, on a décidé de prendre de l'eau dans une espèce de flaque d'eau, qui était créée par le trou d'une route 4x4 et l'eau, elle était marron, complètement marron et donc on a fini par décider de boire cette eau. Ça s'est bien passé, mais ça fait un peu bizarre. Mais bon, quand on a soif, voilà, ça c'est une anecdote dont je me rappellerai. Ouais, après, c'est vrai, il y a beaucoup d'anecdotes qui sont liées à ce voyage. Bah, à ce moment où on nous a accueillis, pas loin au nord d'Ushuaïa, à côté de putain, j'ai mangé le nom de l'île. Une île, qui est encore débattue entre Argentine et Angleterre, les Malouines, voilà et où les gars, ils tenaient le musée de la guerre des Malouines qui a été complètement invisibilisé, c'est une guerre qui a eu lieu, je crois, dans les années 90 où il y a eu beaucoup d'Argentins qui sont morts et où en gros les Malouines, elles sont, pour certains considérées comme appartenant à l'Argentine, mais l'Angleterre n'a toujours pas reconnu que voilà et ils nous ont accueillis, ils nous ont fait une visite où ils ont essayé de nous expliquer en espagnol, un peu en anglais et puis après on a mangé tous ensemble, il y avait une mama du coin qui a fait plein d'empanadas, voilà, c'était une anecdote, un grand souvenir, il y en a tellement, les vélos qui sont pas arrivés à temps, la douane qui nous a retenus parce qu'ils pensaient qu'on faisait du recel de vélo. Quand j'ai revendu mon vélo pour rentrer et qu'on m'a donné si ça c'est une anecdote marrante, on me l'a payé je crois 180 000 pesos. Donc on te donne, ça en billets de entre 50 et 200. Autant vous dire que ça fait beaucoup de billets et donc après tu dois passer la douane avec, des billets partout, quoi et parce qu'en fait, moi je voulais les changer en euros, sauf qu'ils ont tellement une inflation de fou que tu ils ne changent les pesos argentins en aucune monnaie. Une fois que tu as des pesos, faut les dépenser. Donc quand tu es à l'aéroport, je suis arrivé tout content avec mes 180 000 pesos. J'ai dit: «Bah, je veux les changer en euros». Ça faisait disons 1 000 € et le gars, il a rigolé, il a fait: «Bah,
et il m'a dit en espagnol et j'ai compris alors que je parle italien, pas espagnol. Il m'a dit, il a rigolé, il m'a dit: «Ah dommage», parce que je lui ai expliqué d'où sortait l'argent. Il m'a dit: «Ah dommage, tu as échangé ton vélo contre du papier». Et après le gars m'a expliqué qu'en gros, le maître du bike shop, il avait accepté de m'acheter ce vélo parce que tout objet tient mieux la valeur que, la monnaie en Argentine à ce moment-là et je crois que c'est encore le cas. C'est-à-dire que les gens, ils achetaient des sacs de riz, n'importe quoi, pour se débarrasser. Il y avait tellement de fluctuations dans la monnaie que les gens se débarrassaient dès qu'ils étaient payés en cash à la fin du mois, par exemple, et bah, ils achetaient un maximum de choses avec cet argent et ensuite, il faisait du troc parce qu'un sac de riz garde mieux sa valeur que, un billet de 100 pesos. Donc ça, c'était un grand moment. Une un chouïa moins drôle, genre, Bon, ouais, celle de l'eau, c'était quand même on était quand même un peu stressés. ouais. Une moins drôle, bah, idem pour les vélos qui ne sont pas arrivés. Ça, c'est tous les trucs des voyages. Est-ce que pendant le boulot, j'ai des anecdotes moins drôles, Si tu en as pas, c'est pas grave. Ça fera déjà un peu drôle. Alors, on va passer à la dernière partie de l'interview sur, on va dire le bilan que tu retires de tout ça. Si tu devais refaire une césure, qu'est-ce que tu changerais explicitement? Je suis pas sûr que je changerais grand-chose. Peut-être que je préparerais la césure un peu plus précisément et peut-être que, je me poserais un peu plus les questions sur, est-ce que est-ce que j'ai vraiment envie de faire ce que j'ai prévu de faire? Ou est-ce que je le fais pas un peu par mimétisme? Et donc c'est vraiment voilà, encore une fois de se mettre aucune limite sur les options. C'est un moment où on peut, tout expérimenter et donc ce que je ferais différemment, c'est probablement aller vers des choses plus originales et prendre plus de risques, tenter des choses un peu moins classiques. Parce qu'en vrai, faire un ou 2 stages d'ingénieur et un voyage, comme je l'ai déjà dit, je pense que c'est la formule, magique de la césure et c'est pas obligé de faire toujours comme ça. Après, je crois que en réalité, je ferais peu de choses, différemment, mais voilà, peut-être, être un peu plus original. OK. Et dernière question avant qu'on passe au vrai faux. Alors, je la pose à tous les invités. Qu'est-ce que tu dirais au toi d'il y a 10 ans? Donc, alors tu as 26 ans, Mmh. si je dis pas de bêtises. Donc à au toi qui a 16 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? 16 ans. Coup, 16 ans, je les ai eus, quand j'étais en seconde, donc j'étais entre ma seconde et ma première. C'est difficile parce que je considère que là où on arrive, c'est, le fruit de réussites et d'échecs, qui nous amènent là. Mais, je lui dirais de rester lui-même, de pas se faire trop aspirer par, «C'est comme ça qu'on fait», «C'est ça qui est stylé», voilà, de pas trop aller dans le convenu et de se poser les questions de ce dont il a vraiment donc ce dont j'ai vraiment envie. Ouais, je dirais que ça, c'est important et ensuite, d'avoir confiance. De tenter les choses et d'avoir confiance. Voilà. Très beau message, très, très beau message. Plein de résilience et Mmh. d'espoir. Ouais, exactement, de la résilience et de l'espoir. Alors merci déjà d'avoir répondu à toutes, mes questions. Avec Les plaisir. réponses, j'ai beaucoup apprécié tes réponses. On va passer au vrai faux. Donc, j'ai des idées reçues sur la césure universitaire. Je vais te donner les affirmations, tu vas me dire si c'est vrai, si c'est faux, si tu es d'accord ou plutôt pas d'accord. C'est bon pour OK. toi? Ouais. Alors, la césure est une année sabbatique sans objectif précis. Faux. Faire une césure retarde automatiquement l'obtention du diplôme. Vrai. Pendant une césure, on perd son statut d'étudiant. C'est faux. La césure est mal vue par les employeurs. Ça dépend. Plutôt faux. On ne peut faire qu'une seule césure durant son cursus. Eh ben, ça dépend aussi, mais non apparemment. La césure est réservée aux étudiants fortunés. Non, mais c'est plus simple quand on est fortuné. Tous les établissements sont obligés d'accorder une césure. Je sais pas. On ne peut pas faire de stage pendant une césure. C'est faux.
La césure est uniquement pour partir à l'étranger. C'est faux aussi. La césure n'est pas compatible avec les bourses d'études. C'est faux. On ne peut pas travailler pendant une césure. C'est faux aussi. La césure n'apporte rien au CV. Je pense que c'est faux. La césure est principalement faite pour faire la fête. Pas du tout. On ne peut pas faire de service civique pendant une césure. C'est faux aussi, je crois. La césure n'est possible qu'en début de cursus. Pas non. Faire une césure compromet les chances de réussite académique. Ça, c'est une idée reçue, je pense que non, c'est faux. La césure est réservée aux étudiants en difficulté. Non, c'est complètement faux. On ne peut pas entreprendre pendant une césure. C'est faux aussi. Il n'est pas nécessaire d'avoir un objectif défini pour une césure. Je pense que enfin, il vaut mieux avoir un objectif un peu défini quand même. On peut faire du bénévolat pendant une césure. Oui, c'est vrai. La césure est mal vue dans le milieu académique. Peut-être, je saurais pas dire. Il est possible de changer d'avis une fois la césure accordée. Changer d'avis, alors si changer d'avis dans le sens, ne pas faire de césure, je su je pense que tout est possible, mais que c'est un peu compliqué. Par contre, changer d'avis sur, ses projets, bah, c'est toujours, je pense que c'est toujours possible. Il faut le négocier, mais il faut essayer et il y a de grandes chances que ça marche. La césure est compatible avec un engagement associatif. Oui, bien sûr. Et dernière, les étudiants internationaux ne peuvent pas faire de césure. Alors là, aucune idée. J'imagine qu'ils peuvent faire une césure comme tout le monde, mais Hmm. Je ne sais pas non plus. Je ne sais pas non plus. À faire des recherches parce que comme ils sont déjà dans une université d'accueil, je ouais, sais pas du tout. je pense que c'est plutôt bah, la césure, c'est un dispositif qui est permis, en tout cas au niveau français, c'est assez répandu. Mais du coup, la césure, elle est accordée plutôt par l'université de départ. C'est-à-dire s'il y a des étudiants étrangers qui sont, par exemple, en Erasmus, c'est quelque chose qui se gère avec, leur université de départ, pas l'université d'accueil, Hmm. en l'occurrence en France. Hmm. Très bien, ben, merci d'avoir un petit peu exprimé tes opinions sur ce vrai-faux. On va passer à la dernière rubrique, dernière partie. C'est sur la réaction à une actu. Donc, je t'ai envoyé un article qui dresse la liste des points auxquels il faudrait faire attention avant de partir en césure. Donc, je voudrais avoir un petit peu ton retour, ton rétexte, ton retour d'expérience sur leur pertinence et savoir s'il y a des points manquants ou à mieux préciser. OK. Qu'est-ce que tu en pensais de cet article? Donc, je vais juste le résumer pour vous qui nous écoutez. En fait, ils nous disent que même si la césure, c'est une expérience assez enrichissante, il faut quand même bien la préparer. Il faut anticiper, vérifier, son statut, préparer le stage, préparer, voilà, si on fait un voyage à l'étranger, son expatriation, prévoir toujours un plan B. Ils nous donnent aussi des moyens comme utiliser le réseau et il y a des recommandations comme bien choisir son stage, essayer de varier les expériences, pour au mieux profiter de l'expérience, enfin, au mieux profiter de sa césure et Heu, il f conclut en disant qu'il ne faut pas non plus négliger les obligations académiques car alors c'est, je crois que c'était selon Le Figaro étudiant que, cette année peut influencer la suite du parcours et voilà, moi je voulais un petit peu ton retour, ton avis sur ce sujet-là. Globalement, je suis assez d'accord, c'est assez structuré, je suis assez d'accord avec ce qui est dit, à savoir, bah, ça on en a déjà discuté, mais globalement, il faut quand même avoir un plan enfin, en fait, c'est même pas vraiment avoir un plan, mais c'est surtout y avoir vraiment réfléchi. Heu, dans le sens, avant tout savoir pourquoi on l'a fait, qu'est-ce qu'on veut en retirer, enfin, qu'est-ce qui nous intéresse? Est-ce que c'est une expérience associative? Est-ce que c'est une expérience professionnelle? Est-ce que c'est une expérience personnelle? Si oui, laquelle? Donc et sûrement une combinaison de ces choses-là. Donc voilà, ils parlent de pas s'y prendre au dernier moment. Je pense effectivement qu'il faut que ça soit un projet un peu mûri, réfléchi. Il faut avoir, couché sur le papier, plusieurs options donc voilà, pas s'y prendre au dernier moment, ça c'est clair et bien y avoir réfléchi.
Ensuite, il y a tout un laïus sur, le fait qu'il faut être en capacité de rebondir et ça, c'est quelque chose que j'ai déjà abordé aussi. Il faut à la fois avoir un plan et savoir pourquoi on veut faire une césure, mais, il faut aussi pas être trop arrêté sur on veut stick to the plan, complètement. Il y a des chances que ça marche pas tout à fait comme prévu et il faut être en capacité d'aller vers un plan B, d'avoir réfléchi à des options bis, de louvoyer, de trouver, des nouvelles manières de faire. Il parlait du réseau. Effectivement, bon, ça me paraît logique, mais on peut l'oublier dans le cadre de la césure parce que c'est pas forcément professionnel, mais il faut pas oublier que, bah, potentiellement, on a un réseau qui peut être intéressant à, utiliser pour, avoir une césure réussie. Ça, c'est clair. Ça me paraît assez évident, mais c'est bien d'y penser. Il y avait un point sur, il disait se ruer sur la première offre venue. Je pense que c'est intéressant de dire ça. Ça arrive souvent que quand on s'y prend un peu trop tard ou bien qu'on a mis du temps à chercher quelque chose, dès qu'on a une option, par sécurité, on veut sauter dessus et effectivement, ben, on a ce luxe d'un certain temps qui nous est donné. Si on se rue sur une offre trop vite où c'est, 6 mois de stage, bah, potentiellement on va, mal utiliser 6 mois de la césure. Alors que si on se laisse, 2 semaines de plus, 3 semaines de plus pour, avoir d'autres options, bah, potentiellement, on aura perdu entre guillemets 2 3 semaines et encore, je suis pas sûr qu'elles soient perdues, mais on aura peut-être quelque chose de mieux. Il faut faire attention à dans cette découverte de l'inconnu et de beaucoup d'options possibles, souvent ça fait peur et on a envie de sécuriser des choses. Il faut pas vouloir trop à tout prix sécuriser les choses parce que parfois, ben, c'est juste un réflexe, de peur qui nous fait faire, les mauvais choix. Après, oui, il parlait de voilà, de varier, différentes expériences. Je pense que c'est important. Enfin, en fait, là, je suis peut-être pas tout à fait d'accord. Chacun fait comme il veut, en fait. Moi, j'avais envie de faire, des choses différentes, parce que ça permet d'apprendre sur plusieurs tableaux. Il y a des personnes qui veulent utiliser leur césure, je sais pas, pour monter une boîte, pour aller à fond dans un projet. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc pour moi, ça peut être, aussi bien, varié que, se mettre à fond dans quelque chose. Donc là, je j'aurais pas forcément le même avis et après la question de l'école, oui, ça va un peu de soi, on peut avoir tendance à se déconnecter complètement, de l'école. Il faut faire attention aux quelques rendus qui sont attendus et à pas se faire piéger ou se faire prendre dans un angle. Il faut rester un peu attentif, voilà, remplir les quelques critères nécessaires pour pas se retrouver éjecté bêtement, de l'école, quoi, pour une raison ou pour une autre. Donc ouais, sur le réseau, faut penser le réseau, ça peut être plein de choses. Ça peut être via des amis, ça peut être via la famille, ça peut être via l'école. On sous-estime la force du réseau et aussi on sous-estime son propre réseau, généralement. Moi, c'est ça, dont je me rends compte. Avoir un réseau, c'est pas forcément, avoir, être connecté à des chefs d'entreprise sur LinkedIn. Parfois, c'est du bouche à oreille avec un pote qui connaît un tel, c'est vraiment, c'est subtil parfois et il faut pas l'oublier et en fait, il y a beaucoup, beaucoup de jobs qui se récupèrent comme ça. Parce qu'on est dans une ère où tout devient dématérialisé et en fait, dès qu'on a l'option d'avoir un truc humain où on a un peu une certitude sur, au niveau du recrutement sur, qui on va tomber, bah, souvent les gens ils partent là-dessus. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Alors, c'est la fin de cette interview. Je te remercie beaucoup, Hugo, d'avoir répondu à mes questions, d'avoir essayé d'un petit peu démystifier ce que tu as vécu pendant ta césure, de ce qu'est la césure de manière, générale, de nous avoir un peu plus parlé de ton expérience, des leçons que tu as pu en tirer, de comment au mieux valoriser, essayer de faire reconnaître cette expérience, des aspects pratiques, des avantages, des inconvénients et aussi du bilan général que tu as pu dresser, de cette tranche de vie que tu as vécue. Avec plaisir. C'était un véritable plaisir, ouais. J'espère que les gens ont pu profiter, de ton retour d'expérience, comme il se doit, parce qu'il est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Enfin, en tout cas, c'est pour ça que j'ai tenu à t'interviewer. Bah, merci à toi de m'avoir, donné cette plateforme, cette opportunité. Moi, ça me permet de revenir, avec un peu de nostalgie sur cette année-là et puis sur les années passées et de faire un peu le point aussi parce que parfois on le fait pas forcément donc merci à toi et j'espère que ça sera utile, aux auditeurs et aux auditrices. Quant à vous, les auditeurs, les schoolos,
N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager, c'est important. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. C'était Hugo et Rocha pour After School. À plus! Ciao!